Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission spéciale sur la cérémonie des trophées des arbitres La Poste pour une journée spéciale où on se mobilise, vous allez le voir, autour d'une cause bien particulière, celle de l'arbitrage, parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, vous êtes, nous sommes tous arbitres aujourd'hui. C'est très important évidemment d'en parler et c'est le but justement de la soirée, c'est d'honorer les arbitres amateurs, professionnels, puisque c'est vrai que finalement les arbitres, on les voit au centre du terrain tous les week-ends, qu'ils soient professionnels, amateurs, mais ils sont souvent un peu relégués au deuxième plan de notre attention parce que voilà, on vit des émotions très fortes à travers le sport. Mais évidemment, si eh bien, les arbitres sont les garants de ces règles, les garants du jeu, eh bien, c'est important de leur rendre hommage parce qu'ils sont aussi finalement un petit peu garants de nos émotions d'une certaine manière. Et donc, on va leur rendre hommage aujourd'hui à travers eh bien, cette cérémonie. Et vous allez le voir, je vais être accompagné de Poney Club. On va rencontrer des arbitres, des initiatives qui ont été prises dans les territoires pour eh bien, donner envie aux gens d'être arbitres et aussi parler des arbitres professionnels qui en ont fait certains eh bien, un but, un projet de vie. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous très chauds. Regardez, en plus de ça, on a une magnifique vue. Il y a la Tour Eiffel juste derrière nous, donc c'est absolument sublime. On va se régaler ce soir, mais on va encore plus se régaler avec notre invité, qui est le parrain tout simplement de cette édition, de cette cérémonie et de cette opération Tous Arbitres. Il a été 4 fois champion d'Europe de handball. Il a été 4 fois champion du monde. Il a été 3 fois champion olympique. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Nicolas Karabatic, bien sûr. Nicolas, merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invite. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté. Écoute, je t'ai pris une petite vue. Elle est pas mal. Ouais, on pourrait presque là juste se poser, boire un petit verre en attendant que ça se passe. Mais non, on est super content de t'avoir, Nicolas. Pour toi, c'était important aussi d'être le parrain justement de cette opération Tous Arbitres. Oui, c'était important pour moi, comme tu l'as dit, de mettre à l'honneur les arbitres. Mince. On me dit que ça fonctionne pas. Hop, pardon, là c'est mieux ? Désolé. Donc ouais, pour moi c'était important de mettre à l'honneur les arbitres et leur rôle. Comme tu l'as dit, ils sont au cœur du jeu, ils sont aussi passionnés et ils adorent nos arbitres handballeurs, c'est des handballeurs à la base, ils sont passionnés et c'est vrai qu'on a tendance plutôt à râler après les arbitres, le clan qui a perdu, à être déçu, à trouver la petite décision, la petite erreur, les gagnants non. Et donc souvent voilà, le thème de l'arbitrage est un thème assez clivant. On ne les met pas souvent à l'honneur. Et je pense que c'est une super opération et une super activation et mise en avant par La Poste. Et donc, quand ils m'ont proposé d'être parrain, je me suis dit, c'est vrai que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai été arbitré par ces personnes pendant plus de 20 ans. Et là, j'ai l'occasion, en après-carrière, de mettre leur rôle en avant. Donc, pourquoi pas. Et c'est vrai que le slogan aussi m'a beaucoup plu. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est vrai que ça te fait réfléchir et c'est cool. Et donc voilà, je suis content d'être là ce soir et de, après avoir autant râlé pendant ma carrière, de mettre un peu de lumière sur eux. Je pense que c'est pas mal aussi. Alors sache qu'on a récupéré tes stats d'arbitrage, de 2 minutes que tu as pris, etc. On va en parler évidemment dans quelques instants. Mais juste avant, on vous met une petite vidéo pour faire le récap justement de cette opération Tous Arbitres et vous puissiez bien comprendre ce qui nous attend ce soir.
Et on est de retour donc, vous l'avez vu, tous arbitres ce soir évidemment dans le chat. Vous êtes chaud bien sûr, vous êtes très content de voir Nikola Karabatic avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là, comme je disais, le triple champion olympique de handball. On est avec Poney Club aussi, comment ça mon Poney? Alors un peu, le palmarès c'est un peu moins bon. Voilà, moi j'ai gagné le cross du collège en 6e. Ouais, ok. Il me semble qu'il y a une victoire dans un tournoi de rugby à 12 qui n'est pratiqué par personne d'autre. À Berlin, en Allemagne. On a représenté la France également. On a battu des Italiens, on a battu des Allemands. C'est fort, c'est fort. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est finaliste. Voilà, t'es en finale. T'as la coupe du finaliste qui est assez désagréable. Je pense que. Enfin, toi, tu connais pas. Toi, t'as eu que la médaille d'or. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas qui joue à 12. T'as le rugby à 10, t'as le rugby à 12, t'as le rugby à 13, mais qui a une autre forme de rugby, et le rugby à 15. Ah ouais, voilà. Nico, il est au courant de tout. Il sait, même le rugby à 5 maintenant, mixte, qui se développe énormément. Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là, Nico. Franchement, c'est un vrai plaisir. En plus, nous, on est des fans de sport, donc t'avoir avec nous, c'est un vrai honneur. Franchement, je te le dis, c'est vraiment super. Et donc, tu es parrain de cette opération Tous Arbitres. Attends, on n'entend pas Nico. Ah là là, le micro est fou. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que alors, on te passera le micro, mais avant tout, sache que tu es donc parrain de cette opération Tous Arbitres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, est-ce que Nikola Karabatic a été un bon élève finalement sur les terrains de handball? Est-ce que tu étais plutôt un élève turbulent? Est-ce qu'on s'est fait expulser pas mal de fois? Et en vrai, toi, quel souvenir tu as de rapport avec les arbitres de manière générale? Comment ça se passait sur le terrain? Alors, je pense que j'étais bon élève dans le début de ma carrière. Ou quand tu es jeune, c'est vrai que quand tu es jeune, que tu arrives, tu es pro, tu as tendance un peu à pas être protégé, mais ouais, j'ai commencé à 17 ans, 18 ans en D1 et en équipe de France. Donc, petit jeune, voilà, on a tendance à le protéger. Le hand, c'est pas le rugby, mais c'est quand même un sport de contact. Ouais, c'est très violent. Donc, voilà, j'ai plutôt été protégé. Donc, en plus, quand tu arrives, tu es jeune, voilà, tu râles pas parce que sinon tu te fais tuer par le coach, par les anciens. Donc voilà. Et après, quand tu grandis, que tu évolues, que tu vieillis et que là, tu as un autre statut où j'étais le meilleur joueur au monde, tu as plus de pression sur les épaules, là, c'est vrai que c'est différent. Et la relation aussi à l'arbitrage est différente. Et les arbitres ont aussi une autre relation avec toi. Et donc voilà, plus tard, j'ai pu avoir des désaccords et râler, pas être content. Mais je pense que ça, on l'a tous vécu dans le sport de haut niveau, dans le sport collectif. Mais de manière générale, je pense que les handballeurs ont plutôt une bonne relation avec les arbitres, une relation assez saine. Ouais, je pense. Après, les arbitres dans notre sport ont un avantage, c'est qu'ils ont la sanction de 2 minutes. Oui. Et ça peut tomber. Est-ce que ça tombe à n'importe quel moment. Et donc surtout, si tu râles, si tu commences à être un peu trop insistant, ça part. Et là, tu te prends 2 minutes pour contestation. Ouais. Là, ton équipe, elle n'est pas contente. Souvent, tu as une amende. Donc, je ne pense pas en avoir pris beaucoup pour contestation. Si tu m'en retrouves, je serais ravi de les voir. Alors, en équipe de France, tu as fait 365 matchs. On est d'accord là-dessus? Ouais, j'ai pas le chiffre précis, mais je te fais confiance. Ouais. Tu penses que tu as pris combien de 2 minutes? Pour contestation? Non, oui, okay. Au global. J'aimerais bien avoir cette stat, tu vois, parce que je vais te la donner. T'as une idée à peu près? Je sais pas, dur. 365 matchs. Hein. Ouais, je n'ai pas pris une à chaque match quand même. Non. Je dirais, je sais pas, 180. Oh, t'es bien en dessous de ça. 59 2 minutes t'as pris en tout. C'est tout. Sur 365. Ah bah tu vois. C'est incroyable, bravo. Donc je suis pas discipliné, un joueur plus que discipliné. En 365 matchs, prendre 59, c'est vraiment. Donc ça fait, ouais, je suis assez un bon élève, Ouais. Mais c'est une stat importante parce que tu le vois dans les sports, dans le sport de haut niveau, que ce soit rugby, hand, foot, l'indiscipline, ça peut faire la diff. 2 minutes de contestation, une pénalité au rugby, ça fait la différence dans les matchs là. Donc on apprend dans le hand à... Oh là là. 120, ouais. Moi, je parle que de l'équipe de France. Après, si on va sur la stat de saison régulière, voilà, tu vois, moi, je vois en saison régulière, c'est 425 matchs, donc je ne compte pas les coupes, tu vois, juste saison régulière, et 125 2 minutes, t'as pris. Là, on est un peu. Ce qui reste un peu dans ton quota, tu vois, t'es pas trop sanctionné en fait. Ouais, ça va. Je trouve que ça va. Mais par contre, revenons aux exclusions maintenant. Ah, est-ce que tu te rappelles l'élève Nikola Karabatic au tableau, s'il vous plaît. Les exclusions, par contre. Les cartons rouges.
Ouais. Franchement, ça, j'en ai pas pris beaucoup. T'en as pas pris beaucoup. Non, Ça, pas c'est pris vrai. J'en ai beaucoup. C'est vraiment vrai que t'en pas as pris beaucoup. beaucoup. En équipe de France, est-ce que tu saurais dire combien t'en as pris? En équipe de Dans le chat, France, selon- Dans le chat, j'ai dans dû le chat. en Nicolas prendre, Karabatic. Combien d'expulsions? Franchement, c'est moins de 5, c'est sûr. Ouais, je dois être à 2-3, je dirais. T'as une seule expulsion. Ah bah tu vois. Une seule expulsion En contre la 300. Tunisie. Tunisie au mondial 2007. Exactement, à la 44e. Et sur une faute qui t'a même pas valu. Bah là, j'étais pas content, tu vois. Là, j'ai râlé après les arbitres Ah ouais. parce que le mec était derrière moi, en fait. Et donc je le voyais pas. Et j'ai voulu défendre, j'ai levé les mains et j'ai mis un coup de coude dans la gueule. Involontaire. Involontaire. Et donc Bien c'est sûr. vrai que c'est dur quand tu prends pour un geste involontaire où tu sais pas que le mec est là. Et bah ça, c'est ta seule expulsion en équipe de France. Ah, voilà. Mais après, j'ai pris. Nous, la particularité qu'on a, c'est quand tu prends 3 fois 2 minutes, Ouais. tu prends un carton rouge, mais c'est pas comme une expulsion directe, c'est plus. Ouais. Accumulation de fautes, donc j'en ai pris une ou deux où j'ai pris 3 fois 2. Ouais. Mais direct, ouais. Ah oui, bah tu vois. Ta dernière saison de club? J'aurais dû prendre un carton. J'aurais dû terminer, en fait, ma dernière. Ah voilà, non mais. C'est ça, je te vois venir. Non, mais Je te vois venir. On arrive sur. J'ai l'impression qu'il était grand temps que t'arrêtes. Voilà, j'aurais pu terminer. J'ai terminé ma carrière. Déjà, je me sentais pas fier. Parce que donc je termine. Tu allais sûrement en parler de ce match-là. Donc dernier match de championnat avec le Paris Saint-Germain, match pour le titre contre Aix-en-Provence et surtout match à l'Accor Arena à Bercy, qui est une salle mythique et surtout record de spectateurs pour un match de hand de championnat en France, donc 15 000 personnes, le truc plein à craquer, match à pression et là on termine le match et on est en train de gagner et je fais une dernière action, je tire, je rate, je tire sur le poteau. Mais l'arbitre siffle un penalty qui est un peu gentil. Je pense qu'il veut que je marque un dernier but. Sympa l'arbitre. Je vais pour tirer. Et là, normalement, à la fin, j'avais vu un autre joueur arrêter sa carrière. Penalty aussi. Et le gardien, tu vois, Bonnard, il n'a pas joué, il la laisse, tu vois, un peu. Et moi, pression de dingue. Il y a 15 000 personnes qui sont là, qui veulent que je marque. Là, vraiment grosse pression. Et je vois le gardien en face. Le mec, il est chaud. Il est prêt à m'arrêter le truc. Waouh! Et là, je me dis, mais non. Là, tu lui mets une casquette. Et là, tu commences à cogiter. J'ai voulu faire un chab, un geste technique que je sais faire, que je maîtrise et qui est cool. Je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Un truc à jamais faire. Prévoir ton tir avant de tirer ton penalty, ça, c'est. Faut pas le faire. Mais voilà, je l'ai fait. Et il s'avère que j'ai raté mon chab. Le chab, c'est normalement un tir tout doucement au-dessus de la tête. Je l'ai raté, j'ai tiré dans la tête du gardien. Donc, déjà, méga honte. Parce que je termine. Mon dernier tir de championnat. 15 000 personnes. Terminé ma carrière. Et bim, c'est ça, notre champion. Exactement. Donc voilà, là, je me sens comme un con. Et normalement, quand tu tires dans la tête du gardien sur penalty, c'est carton rouge. Et donc là, franchement, je suis dégoûté. Alors que ça devrait être un moment heureux, tu vois. Là, je suis dégoûté. Je pars vers le banc en marchant, en pensant que j'ai carton rouge, bien sûr. Parce que voilà, je pars vers le banc comme ça. Les autres rigolent autour de moi, mes coéquipiers. Je me sens vraiment c'est dur, les charrieurs. Et donc je pars vers le banc, pensant que j'ai carton rouge, et je pars et je m'assois même sur le banc. Et là, le jeu continue et il y a l'arbitre qui me regarde presque. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Carton rouge, je me dis c'est bon, vas-y, rentre. Et donc je suis re-rentré et j'ai terminé au moins ma carrière en club sur le terrain. C'est beau. J'ai pas terminé sur un carton rouge, donc l'arbitre a été très très cool. C'est bien. Et comme quoi, tu vois, et c'est pour ça que maintenant il est parrain. Voilà, c'est ça, de tout ça. Parce que pour le clin d'œil, pour ça, c'est vraiment génial. Alors, incroyable, moi je trouve l'anecdote. Ouais, franchement, l'anecdote, elle est vraiment incroyable. Mais en tout cas, Nico, je sais que tu vas être très demandé là toute la soirée, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je rappelle, tu es parrain de cette édition de la cérémonie des trophées des arbitres par la Poste. Et donc, il va y avoir beaucoup de lauréats, beaucoup de gens qui vont être évidemment remerciés ce soir, qui sont évidemment des fans de sport, et je pense que t'avoir toi justement comme parrain, je pense que ça va leur faire d'autant plus plaisir, donc merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. C'est vraiment très chouette. Et je pense que tu es appelé pour aller dans la cérémonie. Je crois que ça. En fait, tout passe très vite, tu vois. Ah ouais. Mais si tu veux repasser, j'ai pas vu le temps passer, tu vois, j'étais bien. On aurait pu continuer. Parce qu'on voulait parler de ton livre aussi qui sort dans Ma un plus mois. belle victoire. Dans un mois, on a vu ça. Ah oui, dans un mois. Mais j'ai pas encore commencé la promo, donc voilà. C'est ça. On a vu. commencé. Et nous, on a commencé. On a déjà entendu parler. Ça. Non, parce que nous, on se renseigne à un moment donné. Je vois que vous faites votre taf, les gars. On croit quoi? Nous, on est des branquinoles. Non, pop. Peut-être que lui un petit peu. Peut-être que lui un petit peu. Après, je vais pas te mentir, qu'elle allait chercher toutes les stats. C'est vrai que tu m'as régalé. C'était super. Je remercie les sites. Toi qui l'as fait? Ah bah non, il y a des sites spécialisés sur le hand, c'est des mordus de stats, c'est incroyable.
Ça régale. Et ça nous a amené sur cette belle anecdote. Tu vois, voilà. Sache que les gens t'envoient beaucoup d'amour, Nico. Je t'adore, Nico, on t'aime. T'adore. Voilà, sache que en tout cas, c'est très gentil, que de l'amour. Donc, Nico, je t'aime. Nico, on t'adore. Ah, merci. Nico avec un cœur. Voilà. Très gentil. Merci Nico, j'ai grandi avec toi. Cette domination totale de votre sport pendant des années nous a fait rêver. Je me souviens avoir cassé ma télé sur France TV Allemagne, scandaleux, mais la série de victoires qui a suivi était incroyable. Donc les gens sont comme des oufs. Donc merci beaucoup Nico d'être passé. Merci les gars. Et en tout cas, une très bonne cérémonie. Si tu veux repasser après, n'hésite pas. La porte est ouverte. Là, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Bonne soirée. Au plaisir, très bonne soirée. Merci beaucoup Nico. Ça a été cool de parler. C'était très chouette. Un plaisir. Ouais, ça marche. Je te récupère ça. Ciao Nico. Là, ça démarre par championnat. J'ai adoré le moment. C'était absolument délicieux. Sachez qu'avant qu'on accueille notre prochain invité, sachez que en ce moment même se déroule en parallèle et on va suivre ça tout au long de la soirée, la cérémonie en elle-même, puisqu'en fait, si vous voulez, pour tout vous dire, on est au musée de la Poste à Paris, juste à côté de la gare Montparnasse, dans le 15e arrondissement de Paris, à la limite, et se déroule donc la remise des trophées qui sont en train d'être faits. On le voit là. Exactement. Donc là, par exemple, on a les trophées. Alors juste, attendez que je reprenne bien. On a le président de la FFF quand même. Exactement, tout à fait. Président Philippe Diallo, donc avec Camille Soriano, qui vont remettre donc le premier trophée, le trophée de l'initiative amateur de football justement. Donc l'idée, c'est justement tout au long de cette cérémonie de remettre des trophées. Alors comme vous le savez, la Poste, c'est le football, mais c'est aussi le basket, le handball, notamment c'est pour ça qu'on a Nicolas Karabatic qui est là, et le rugby évidemment. Donc il va y avoir les trophées pour le rugby, etc. 4 plus gros sports collectifs, on peut le dire. Franchement, c'est les. Mais en fait, on a souvent les images, tu vois, des maillots des arbitres avec le logo La Poste, tu vois. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est le développement de tout ça et ce que ça va chercher derrière. Et le but, c'est de ne pas oublier qu'on a besoin d'arbitres en fait, pour qu'il y ait du sport de haut niveau et du sport amateur. On a besoin d'arbitres partout. Et en fait, c'est possible. Et il y a énormément d'initiatives et c'est ce qui est récompensé ce soir. Et oui, c'est Pauline Bouygues, vous l'avez remarqué, qui anime, bien sûr. On l'embrasse, Pauline Bouygues, qui fait tous les événements en parallèle avec elle. C'est vraiment génial. On l'embrasse évidemment. Vous le savez, les arbitres, c'est une relation avec la Poste qui dure depuis 18 ans maintenant. Je pense que certains qui aiment le sport, évidemment, en chat, vous le savez, vous avez ce logo La Poste sur les tenues noires de nos arbitres que vous voyez sur les terrains professionnels et amateurs. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Alexandra Morezin, qui est justement directrice de la marque de marque du groupe La Poste. Alexandra, si vous voulez bien nous rejoindre, merci beaucoup pour parler justement de cette relation et de comment est-ce que ça fonctionne, voilà, la relation entre La Poste, les arbitres, et puis voilà, dire que c'est quand même une relation, comme je le disais, qui dure depuis un bon moment maintenant. Ça dure depuis un bon moment. Alors, je suis hyper contente d'être avec vous. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez venu aussi. Après, c'est hyper challenging de passer après Nicolas. Il y a un mur d'amour qui dit Nico, je t'aime. Alexandra, on vous aime, les gens vous aiment. Bon, j'arrive. Alexandra, je t'aime. Alexandra, on vous aime. Alexandra, on vous aime. Non. Il y a une performance dans un cross du collège quelconque aussi, Alexandra. Une performance sportive aussi. Ouais. Ah bah si, j'ai fait les 10 km de Paris 2024. Voilà. Pas mal, hein. Pas mal. Ouais. C'est plus que pas mal. C'est plus que pas mal. Bon, Alex, on t'aime. Peut-être vous forcez un peu le chat. Trop bien. Les petits cœurs arrivent. Non, mais vous êtes sympa parce que c'est un peu challenging de passer après ce fabuleux Nicolas. Alors oui, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on est partenaire des arbitres et je crois surtout que ce qui nous spécifie, c'est qu'on fait un vrai travail tout au long de l'année avec les fédés, avec les ligues. Basket, foot, hand, rugby. On est présent, on échange avec eux et on a créé une relation de proximité qui est assez forte. Et je crois que ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on écoute beaucoup. On a parlé avec eux, on les rencontre. Alors on fait des remises de trophées, c'est des moments qui sont hyper privilégiés parce qu'en fait ils nous racontent leur vie. Donc c'est des gens qui sont dédiés, qui vont sur le terrain. C'est souvent un projet, un engagement familial qui est hyper important. Parce que à côté, ils ont un job, ils travaillent. Ouais. Et la semaine, en même temps qu'ils travaillent, ils se préparent physiquement. Ils se préparent aussi mentalement en se disant je vais rencontrer telle équipe, je vais avoir tel match plus ou moins facile, je les ai déjà rencontrés, pas rencontrés. Ils font leur match, donc ils se déplacent. Et puis après, ça c'est terrible pour leur famille, ils refont le match. Et oui. Alors là, il y avait une faute entre surface. C'est ça. Voilà. C'est ça, t'as le débrief. Ouais, c'est ça, t'as le débrief. T'as la maman et tout qui. Voilà, quand même, j'aurais pas sifflé ça, moi. Mais... Voilà. Alors je crois qu'ils le font plutôt entre eux et avec d'autres arbitres, mais c'est pas exclu. Qu'il y a un avis familial autour du repas du dimanche soir. Voilà. Donc on les accompagne et ce qu'on essaye de faire en fait, l'enjeu c'est justement d'aider à recruter. On a besoin, on manque d'arbitres, on manque d'arbitres féminines. Donc on essaye nous de favoriser ça. J'ai loupé les buts parce que j'étais à la cérémonie, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais typiquement on lance là demain un jeu.
qui s'appelle Mission Arbitrage. Parce que, ça vous le savez mieux que moi, hein, mais le gaming c'est super important et c'est surtout assez attractif pour aller parler à des 13-20. Parce qu'on avait déjà des kits pédagogiques faits avec les fédés, les ligues, pour que les éducateurs puissent animer des ateliers. Et là, on est allé un cran plus loin. Donc, on a ce jeu qui est en ligne depuis n'importe quel smartphone, tablette. On va sur le site et ça permet d'avoir des jeux assez sympas, immersifs, interactifs, de rapidité pour découvrir les différentes facettes de l'arbitre. Donc c'est un jeu de rapidité aussi, donc un côté très très ludique pour sensibiliser. Et donc là, le challenge, c'est qu'on a 26 000 clubs amateurs et on a 4 millions de licenciés, donc ça nous fait potentiellement un beau reach si chacun joue le jeu. De joueurs potentiels, effectivement, pour sensibiliser à l'arbitrage. En quelques instants, tu cherches rapidement sur le téléphone et puis si on a envie de faire une petite partie pour découvrir le jeu. Alors justement, vous parliez il y a juste quelques instants du manque d'arbitres féminines et il me semble que La Poste, vous avez mis en place aussi une commission pour que les femmes arbitres puissent justement se parler entre elles et essayer de s'élever et d'attirer aussi un peu plus d'arbitres féminins. Exactement, on s'est rendu compte que finalement, même si le chronique est un petit peu différente, dans chacun des 4 sports, les commissions pour les arbitres féminines, elles sont plus réduites. Elles ont un peu moins de moyens, les femmes. Et ça passe par des trucs bêtes. Il y a une femme qui arrive sur un terrain amateur pour arbitrer un match, elle n'a pas de vestiaire. C'est pas lourd. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'à l'occasion de rencontres d'arbitres élites, on a échangé avec elle, on s'est dit, en fait, vous avez plein de trucs à partager. Donc, en fait, on a créé, et on est à l'origine d'un comité qui s'appelle Femmes et Arbitrage, qu'on a lancé en septembre 2024. On a déjà fait 4 comités. Et c'est l'occasion de les rencontrer, d'échanger. On a démarré, on était 6. Au dernier, au 4e, on était une trentaine. Et on est en train de réfléchir pour essayer de voir dans quelle mesure, en fait, on peut partager ces best practices, comment elles avancent dans leur sport respectif, avec leur fédé, avec leur ligue, pour essayer de sensibiliser davantage et peut-être, du coup, d'avoir un peu plus d'outils, de moyens, d'écoute pour que ce soit plus facile d'être une femme et d'arbitrer. Puis il y a aussi une autre dimension au-delà des moyens purement matériels. C'est hyper intéressant de les écouter. On avait un débat la dernière fois. Arbitre de foot, une fille nous dit moi au début, c'était plus facile pour moi d'arbitrer les femmes. Et puis finalement, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai appris à travailler mon autorité, ma prestance. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour moi finalement d'arbitrer des hommes. Donc c'est aussi des retours d'expérience sur la façon dont elles vivent leur expérience en tant qu'arbitre, d'abord en tant qu'amateur, puis après, progressivement en tant qu'élite quand elles le deviennent, et tant pour arbitrer des matchs féminins que des matchs masculins. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous expliquez très bien, c'est que vous faites la passerelle entre les sports. Exactement. Et du coup, c'est des échanges d'expérience, de gestion peut-être, justement, d'aller chercher de l'autorité sans que ce soit de l'autorité imposée, que ce soit de l'autorité naturelle. Et c'est là-dessus où les fédérations ont eu un peu besoin de vous, je pense, pour faire cette jonction. Ça s'est fait très naturellement. En fait, c'était une sorte d'évidence, ce besoin. Ce qui est chouette, c'est que moi, j'ai une équipe formidable qui travaille avec beaucoup de dévouement, d'implication sur ce partenariat. Et j'ai dit, mais si on les faisait se rencontrer, et en fait, on l'a organisé, on l'a fait, ça a pris l'ampleur. Et c'est exactement ça, c'est comment on arrive ensemble à partager, à se donner des tuyaux et à se confronter au regard. Oui, parce qu'en vrai, il faut se rendre compte quand même qu'à ces événements, à cette cérémonie, il y a quand même les 4 présidents des 4 plus gros sports co français. C'est quand même assez dingue. On a vu Philippe Diallo tout à l'heure. Enfin, ils sont tous. Florian Grill, ils sont tous là. Il y a mon président. Il y a ton président. Donc c'est quand même assez dingue quand même de se dire que quand même cette relation que vous avez avec les fédés, elle dure depuis longtemps et puis elle est importante justement pour ces fédérations. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai été surprise quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a 5 ans maintenant. Je pensais que les différents sports se rencontraient, que les fédés, les ligues échangeaient entre elles, et en fait, pas tant que ça. Et c'est vrai que du coup, on est une entreprise du lien, et finalement, on l'exerce aussi avec ces différents sports. Ce qui est extra, c'est qu'ils sont ravis de se retrouver. En fait, comme ils n'ont pas trop l'occasion de se voir aussi, du coup, cet événement-là, ils viennent assidûment. Et puis, on a mis en place les trophées. Donc les trophées de l'arbitrage, c'est l'occasion d'aller montrer des belles initiatives qui se font dans des clubs amateurs, dans des clubs pro pour justement faire la promotion de l'arbitrage. Et là où c'est formidable, c'est que c'est une tribune. Donc en fait, les gens qui sont récompensés, ils ont l'occasion, donc eux, ils bossent en région, ils font des super trucs qui potentiellement, quand on les détecte, on réfléchit à est-ce qu'on ne peut pas le passer à l'échelle. Et cette cérémonie de trophée, là où elle est importante, c'est que c'est une visibilité pour eux vis-à-vis justement de leur président de fédé ou de ligue.
Et puis, merci à vous de jouer le jeu ce soir parce que ça leur donne un reach supplémentaire, une visibilité. Et c'est un plaisir d'être là. Et merci c'est la première fois que c'est la première fois que la cérémonie est diffusée. Donc voilà, parce qu'on va la diffuser en même temps qu'on va avoir des invités, etc. Donc c'est la première fois que cette cérémonie est diffusée. Donc merci beaucoup à vous. Donc merci beaucoup d'être passé, Alexandra, pour nous présenter un petit peu tout ça, pour qu'on puisse bien comprendre où est-ce que les gens arrivent, pour expliquer aussi l'importance de cette cérémonie et du travail que fait la Poste avec ces différentes fédérations et le sport de manière générale. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à vous, super émission. Merci, c'est très gentil. Merci Alexandra. Merci beaucoup de cœur en chat, s'il vous plaît, pour Alexandra, s'il vous plaît. Bonjour à ceux qui arrivent évidemment au fur et à mesure. Je le rappelle, on est donc au trophée de l'arbitrage La Poste et vous le voyez, on a ces trophées qui sont remis au fur et à mesure. Et il y a des gens qui disaient j'aurais adoré jouer un arbitre dans FM27. Civil évidemment qui n'en manque pas une. Civil, il veut juste être arbitre. C'est toujours. Civil prend au rétablissement également, on lui dit. Évidemment, pour rétablissement, les croisés à 2 doigts de la carrière pro. Mais peut-être une carrière d'arbitre pour Civil. Et peut-être qui s'ouvre à lui. Tous arbitres. Qui s'ouvre à lui, ce serait super. Plein d'options pour justement. Le but, c'est recruter, faire parler de l'arbitrage. Ouais, c'est le but en gros. Parce que c'est vrai que c'est des. Toi, tu arbitres déjà à niveau folklore. Ouais, alors j'arbitre. Donc en fait, non, mais c'est ça. En gros, tu as plusieurs catégories et moi, je vais parler de ce que je connais. Donc au rugby, tu peux arbitrer au niveau loisir. Oui. Donc tu as le niveau compétition, niveau loisir, et je pense après tu as le niveau compétition quand tu es un très très haut niveau, c'est comme quand tu es joueur, tu montes de division jusqu'à être en top 14 et matchs internationaux. Et en loisir, du coup, c'est du rugby avec des règles aménagées, mais tu as besoin d'arbitre en fait. Oui. Chaque match, tu as besoin d'un arbitre. Donc c'est assez cool parce que il suffit de remplir. Moi en gros, on a des QCM à remplir pour pouvoir être en mesure d'arbitrer. Et puis après, des fois, tu as des mecs qui viennent observer pour s'assurer que ça se passe bien. Donc voilà, écoutez, moi je suis arbitre et je tiens à vous dire que à tout moment, ça part. À tout moment, il sort le carton. Alors sachez que les gens posent la question, est-ce que moi j'ai déjà arbitré ? J'ai déjà arbitré au judo. Parce qu'au judo, tu as beaucoup un système où il faut que tu arbitres les plus jeunes dans les compétitions. Et pour passer ta ceinture noire, que j'étais à 2 doigts d'avoir. Non, enfin que t'as pas, ouais. Tu es obligé pour ta ceinture de passer un examen d'arbitrage. Ok. Donc tu es obligé d'être un peu formé à l'arbitrage quoi qu'il arrive. Donc je sais pas si c'est intéressant. Si dans le chat, vous avez déjà arbitré. Oui, est-ce qu'il y a des arbitres dans le chat peut-être, ouais. Il y a aussi des systèmes des fois de triangulaire où en gros, moi je sais qu'au rugby on faisait ça. T'arrives un week-end, donc t'es en minime, admettons, ou t'es en benjamin, donc c'est moins de 15 ans, et tu dois, en gros, il y a 3 équipes, donc une triangulaire. Pendant que A et B s'affrontent, c'est C qui arbitre. Et inversement, tu vois. Oui, je vois. Oui. Et du coup, en fait, tu as forcément des très jeunes qui arbitrent d'autres très jeunes. Et du coup, quand tu y es et quand tu es confronté à ça, je trouve que c'est très éducatif parce que tu te rends compte de la difficulté et de la possibilité de faire des erreurs et du coup de passer outre quand tu es joueur. Alors sachez que les trophées avancent, donc du coup on a déjà eu, pour vous dire, on a eu la meilleure initiative handball, football, rugby, et là on va avoir sous nos yeux dans quelques instants, il y a le trophée qui va être remis pour l'initiative basketball aussi, et voilà, donc c'est en train de justement de se faire, donc ça permet justement de valoriser aussi les territoires, les clubs, et on va avoir aussi des lauréats qui vont venir, notamment la meilleure initiative d'arbitrage féminin et meilleure initiative pour l'arbitrage chez les jeunes également, donc on va pouvoir en parler avec eux de quel genre d'initiatives en fait sont mis en place, parce que c'est vrai que dit comme ça, à quoi ça peut ressembler, ça peut être un peu nébuleux, et ça va être le but d'expliquer un peu quoi. Si ça se trouve, il y en a même dans le chat qui ont fait des initiatives sans être inscrits pour ça. Les gars, vous passez peut-être à côté d'un trophée, les gars. La prochaine fois, inscrivez-vous si vous faites des initiatives d'arbitrage. On voit dans le chat notamment Camille Vélis qui dit plus jeune, mais j'ai arrêté, c'était bien, ça faisait de l'argent de poche. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai parce que pour le coup, moi, j'ai imaginé devenir arbitre de foot parce que j'avais un pote qui était venu m'expliquer qu'il gagnait 50 balles par week-end quand il allait arbitrer. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es étudiant, si tu peux te faire 50 € par week-end en allant arbitrer des matchs, c'est vrai que dans certaines situations, c'est quand même pas déconnant. Tu as la petite bamboche derrière. Voilà, le petit sandwich. Vous mettez de côté, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Et c'est l'idée. On va avoir de nouveaux invités. Et là, on va avoir des arbitres. Et là, attention. Et ça me fait très plaisir. Me fait très plaisir, puisque nous allons accueillir Mathilde Cournil et Lauriane Lamour, donc qui vont nous. S'il vous plaît, vous pouvez rentrer sur le terrain, s'il vous plaît. Bonjour, enchanté. Et là, ça me fait plaisir parce que si les deux vont fonctionner. Et ça me fait plaisir. Non, je pense que comme ça. Après, moi, j'aime la convivialité, il y a pas de problème. Alors, vous êtes toutes les deux arbitres de handball de haut niveau.
Et c'est beau parce que c'est le handball qui est représenté, mais c'est aussi le Finistère qui est représenté. Ah, ça y est. Il y a Milisa qui est le relais de Quéruon qui sont là. Et donc mafia de la Bretagne. Et je suis du Sud Finistère, donc je connais très bien. Donc merci à toutes les deux d'être là. Mathilde, on t'a vu très rapidement, tu remettais justement un trophée du meilleure initiative amateur de handball. Donc merci beaucoup à vous d'être là, parce que l'idée c'est de parler d'arbitrage, de votre parcours aussi, puisque vous avez quel âge? Parce que vous avez l'air d'être relativement jeune pour des arbitres de haut niveau international de handball quand même. On a 29 ans, tous les deux. Oh là, ça a été quand même un processus assez fou, mais l'idée on aimerait comprendre comment est-ce que vous êtes passé justement de joueuse de handball, parce que vous avez été joueuse justement en Bretagne, à arbitre finalement. En fait, on jouait ensemble, donc en club, et puis ça s'est fait un petit peu naturellement parce que, comme souvent, notre coach nous a sollicité pour arbitrer des entraînements, puis sur les tournois, quand on n'avait pas match, vous savez, le match d'avant, le match d'après, on a pris le sifflet ensemble, et puis on s'est lancé comme ça un petit peu par découverte. Et en fait, on a été inscrite par la suite aux formations de jeunes arbitres, mais vraiment au niveau du département. Et on a progressé petit à petit parce qu'on s'est pris au jeu. Et puis, on a éprouvé des émotions et quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément en jouant. En tout cas, c'était un complément. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a tout de suite plu. C'est vrai que tu en parles avec beaucoup de passion. Enfin, là, il y a vraiment un côté... on sent que tu es tombé dedans presque par hasard. Et que maintenant, t'en sortirais pas, quoi. Vraiment, il est presque plus puissant que le plaisir de jouer? Ou on a quand même envie de tâter le ballon un peu? Il est différent, je dirais, parce qu'on prenait énormément de plaisir à jouer aussi. On retrouve pas tout à fait les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et aussi, je dirais que c'est important de le dire, une voie d'accès au niveau, parce que tout le monde ne peut pas être professionnel. Et nous, on n'aurait pas joué en première division féminine au handball, mais on arbitre aujourd'hui en première division féminine. Donc, c'est aussi un moyen d'accéder au plus haut niveau par une autre voie que la voie de... Donc, il y a eu un constat à un moment donné de « nous ne serons pas joueuses professionnelles ». Par contre, on a ce qu'il faut pour justement atteindre ce niveau-là. Justement, Lauriane aussi. Alors, il me semble que toutes les deux, vous avez reçu votre badge d'arbitre international l'année dernière. Européenne, c'est ça. Comment est-ce que ça se passe pour passer du niveau élite au niveau européen? Est-ce que c'est des matchs que vous devez jouer? Est-ce qu'il y a des formations que vous devez faire? Comment ça se passe vraiment ce passage au niveau continental? C'est la Fédération française de handball qui nous sélectionne. Donc, c'est eux qui font le choix des candidats. Et après, c'est la Fédération européenne de handball qui nous convoque à un stage. Du coup, nous, c'était en Norvège. Donc, on a fait un stage... Tu voyages en plus, donc c'est sympa. Oui, voilà. Ça, le plus. Très, très bien, ouais. Et du coup, on a fait 4 jours de tests, de sélection. On a arbitré sur un tournoi aussi. Et donc, après, on a eu le badge et maintenant, on est candidate pour être internationale. Est-ce qu'il faut avoir un TOEIC, il faut avoir un TOEFL, genre il faut il vaut mieux être à l'aise. Un diplôme. Et toi, c'est rapide. C'est foutu, moi. Maybe last year. Maybe last year. Il vaut mieux quand même avoir un bon niveau d'arbitrage. Il vaut mieux ou c'est demandé, en fait? C'est ça ma question. C'est quand même demandé. C'est presque implicite, en fait. Mais il n'y a pas un niveau particulier, quoi. Il n'y a pas un niveau minimum. Il n'y a pas de diplôme, mais tous les questionnaires, les règles qu'on a c'est implicite, quoi. Mettre en on place fait tout en anglais. Oui. Donc en fait, à partir du moment où on doit obtenir un certain score sur les questions et qu'elles sont en anglais, on est obligé de les comprendre et puis sur le terrain d'interagir avec les coachs, les joueurs. Donc c'est un peu essentiel, quoi. Il y a une On a des retours en fait. On a des retours avec les évaluateurs aussi, donc il faut aussi qu'on puisse communiquer avec eux. Il y a une question très intéressante dans le chat d'Aero qui vous demande faut-il s'inscrire forcément à 2? Est-il obligatoire d'avoir tout le temps la même paire? Parce que c'est vrai qu'au handball, la particularité c'est qu'il y a 2 arbitres centraux. Comment est-ce Pour le moment, mais on va y revenir juste après. Comment est-ce que ça se passe justement, parce que vous avez commencé ensemble, donc vous avez cette chance-là d'avoir gravi des échelons toutes les deux? Au début, on n'est pas obligé de commencer à 2. Vraiment, nous, c'est particulier. On n'est pas nombreux à avoir eu le même binôme et commencer avec le même binôme. Il y en a beaucoup qui commencent seuls et après qui trouvent un binôme par la suite. Et il y en a aussi qui changent de binôme. Mais ça va pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Nous, ça serait impossible de changer carrément. Parce que est-ce que vous êtes complémentaires, vous diriez, sur certaines choses, sur la manière d'arbitrer, ou est-ce que finalement vous avez les mêmes qualités, ce qui vous permet d'être un duo relativement constant dans l'arbitrage du match et dans un peu des deux, je pense. On est complémentaires, mais on a aussi la même vision du jeu. On se connaît aussi beaucoup. Donc on sait que Mathilde va siffler ça, donc on anticipe. Est-ce qu'il y a des débriefs
Celle-là, quand même, t'as été sévère quand même. T'as été sévère sur cette partie du terrain. Oui, bien sûr. On communique beaucoup, on sait, puis on a l'oreillette, donc en live. Ah oui, bien sûr. Et on se dit, là, c'est peut-être pas la bonne décision. N'hésitez pas aussi à rapprocher un tout petit peu le micro quand vous parlez, ça nous aide pour que les gens puissent bien vous entendre. Et justement, je lisais avant l'émission d'aujourd'hui que vous avez fait un stage en Bulgarie, si je ne dis pas de bêtises, où il a été essayé dans un petit tournoi, l'arbitrage à 3 au handball. Pourquoi est-ce que la Fédé essaie de mettre ça en place La Fédé ou c'est la Fédé internationale ? C'est la Fédé internationale qui me semble qui tente de mettre ça en place. Et qu'est-ce que vous en pensez actuellement et qu'est-ce que ça a comme but d'apporter dans le handball et dans l'arbitrage ? Pardon, et en premier lieu, à quoi ça ressemble ? Oui, c'est vrai. Et comment est-ce que ça se passe, la dynamique entre 3 arbitres ? En fait, alors ça a été impulsé par la Fédération internationale. C'est encore au stade de l'expérimentation, mais ça se fait de plus en plus sur des compétitions. Alors, dans un premier temps, en fait, on se positionne sur le terrain à 3, un petit peu comme à 2, en fait, sauf que l'arbitre de but et l'arbitre de champ sont face à face. Et vous avez un 3e arbitre qui est le long de la touche, d'accord, le long de la sortie, qui s'appelle le side referee, ouais. Oh oui. Et donc on change de position un petit peu comme quand on est arbitre à 2, mais on a un système de rotation à 3 qui se fait assez bien sur le terrain finalement. Ah, donc tu passes side referee, vous pouvez vous retrouver ça, comme du volley quoi. On change de. C'est exactement ça, ouais. Ok, d'accord. Et donc du coup ça demande un trio cette fois-ci. Ok. Et du coup, c'est pas des trios justement, c'est vraiment une personne. On n'est plus ensemble. Oui, ok, on d'accord. Est vraiment. Donc c'est nul. Non, c'est pas forcément nul, mais c'est une nouvelle adaptation. Ok. En fait. D'accord. Et est-ce que pour les joueurs c'est pas galère parce que du coup, moi je trouve que quand on a 2 arbitres, ça peut aller parce que c'est comme ça que c'est fait, mais si t'en rajoutes un et en plus ça tourne, le fait de pas avoir le même être humain en face pendant tout le match. Je trouve que des fois, ça peut être un peu bizarre. Moi, je pense qu'ils font pas du tout attention. Je pense qu'ils sont vraiment concentrés sur le jeu. Je pense que tu vois l'arbitre avant de voir la personne. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et donc, ils se sentent même carrément un peu plus encadrés. Et un peu plus proches, comme on est plus nombreux. Et donc, c'est fait dans un but pour éviter l'erreur, en fait. Donc, c'est ça que la Fédération internationale met en avant. Et donc justement, vous avez atteint le haut niveau, mais ce qu'on disait aussi, c'est quand vous avez commencé quand même, c'est que ça fait faire des déplacements. Vous avez très vite atteint des niveaux quand même assez élevés dans l'arbitrage. C'est vrai que quand même, il y a un changement de dimension, j'imagine, d'emploi du temps. Il faut bachoter aussi un petit peu la semaine pour préparer les matchs, l'arbitrage. Comment est-ce que ça s'est bien fait ? Ça s'est bien articulé dès le début pour vous ? Est-ce que vous avez été accompagné ? C'est le club ? C'est la Fédé ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé pour nous. C'est vrai qu'on a été chanceuse parce qu'au niveau de notre cursus scolaire, nos études et puis notre métier plus tard, on a eu en fait la chance d'avoir des employeurs qui sont conciliants et qui comprennent ce qu'on fait, notre fonction. Donc ça, c'est un vrai avantage dans l'emploi du temps et dans l'organisation. On a aussi été bien encadré au niveau de la fédération, étape par étape, qui ne prend pas en compte uniquement les prestations du week-end, mais également tout l'à côté, l'autour, je dirais. Donc c'est quelque chose qui se construit. C'est pas forcément évident, mais ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est quelque chose qui s'est plutôt bien fait pour nous. On a eu la chance d'avoir des emplois du temps conciliants et puis des employeurs aussi conciliants. Ah oui, ça c'est vrai aussi, parce que pour le coup, vous n'êtes pas arbitre à plein temps. Toi, tu es prof de sport, si je ne dis pas de bêtises. Et Je suis conseillère territoriale en charge de l'arbitrage à la Bretagne. Ah, ok, donc du coup, ça se rejoint. Je viens de commencer là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps tous les week-ends après le travail pour du coup partir en déplacement. En plus, maintenant, si c'est au niveau européen, c'est des gros déplacements. Donc... La semaine aussi, oui. Et c'est la semaine aussi. Oui. Ah oui, donc du coup, il faut avoir des gens très conciliants pour le coup. Et puis, il y a aussi toute la face à côté qu'on ne voit pas forcément parce qu'il y a le match, l'instant T, que tout le monde voit, mais il y a toute la préparation en amont, que ce soit dans la semaine, la préparation physique, parce qu'on doit s'entraîner pour être au niveau sur le terrain, être lucide, donc on a tout un planning physique à suivre. On fait également de la préparation mentale, ça nous a apporté une vraie plus-value. Intéressant ça. C'est votre choix ou c'est la Fédé qui vous le met en place ? C'est au niveau de la préparation mentale. Ouais. Ça a été initié par la fédération à l'époque avec Alain Dessertaines qui a créé un projet autour de ça quand on était dans le PPF, donc on était encore dans le cours de performance fermée. Merci. Voilà, exactement. Quand on était plus jeune et en fait.
après, libre à nous de continuer ou pas. Et nous, à ce moment-là, on a énormément accroché avec notre préparateur mental. On a trouvé une vraie plus-value sur le terrain tout de suite. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous a motivés. Et on a continué de notre côté maintenant à le mettre en place. Et à nouveau, la fédération, cette année, nous permet de le faire également avec un nouveau préparateur mental. Donc, on est vraiment bien encadré de ce côté-là. On a de la chance. Et du coup, tu travailles quoi? Genre, si tu as des situations de stress de match ou alors plutôt visualisation. C'est pour maximiser la concentration C'est vraiment varié parce que du coup on évolue. Donc au début on voyait des choses que maintenant voilà. Tu prends le carton jaune, tu tends le carton jaune. Tu imagines, tu projettes le geste et tu fais le geste et tu dégages. Ouais, c'est plus la gestion de l'erreur en fait parce que nous au début on avait du mal avec l'erreur. C'est pas mal de choses. Ah, aussi, intéressant, genre laisser derrière, calme, etc. Ouais, okay. Aussi, on va rester calme dans toutes les situations. Comment on arrive aussi à rester, à montrer l'image aussi qu'on veut donner. Donc, comment on reste dynamique ou calme. On essaie de gérer plein d'états en fait. Okay, parce qu'il y a ce que tu le paraître. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu montres aussi aux joueurs, donc qui est super important. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a Routra qui pose une question dans le chat. Un des spectateurs. Vous êtes déjà Twitch, vous connaissez? Oui. Ok. Et du coup, il y a les gens du chat Routra qui posent la question. Comment est-ce que vous êtes choisi pour tel ou tel match? Est-ce que c'est vous qui avez votre mot à dire ou est-ce que c'est la Fédé qui vous dit ce jour-là, vous allez à tel match, telle ville? Oui, c'est la Fédé qui choisit. On est désigné. En fait, il y a des groupes au niveau de la fédération donc chaque groupe peut siffler sur différentes divisions. Et au sein de ces groupes, en fait, on a un responsable qui nous désigne sur chaque journée sur tel ou tel match. Et on n'a pas du tout d'emprise là-dessus, quoi. C'est quelque chose qui vous est qui est désigné absolument, quoi. On a une question aussi. Est-ce que c'est un arbitrage mixte? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous arbitrez des hommes? Est-ce que même il y a des doublettes mixtes? Oui, du coup, il y a une doublette mixte au plus haut niveau là en élite. Et sinon, en bas, un peu plus bas aussi, dans les niveaux inférieurs aussi. Et oui, on arbitre autant les hommes que les femmes. Bon, en vrai, ça a posé la question. Donc est-ce qu'on arbitre forcément pareil les deux, du coup? Est-ce que c'est la même manière d'arbitrer ou en tout cas de discuter, d'échanger avec les hommes et les femmes? Que là, il y a une réponse là. C'est le non-verbal qui a parlé. Le non-verbal a parlé, genre. Pas vraiment, j'ai l'impression. Parce qu'on a tout le temps la même question en fait. Ouais, donc on a ok, pardon, excusez-moi, je pose juste les mêmes questions en boucle. C'est normal, c'est normal. Non mais celle-là elle est intéressante. Oui. C'est vrai que en fait on est les mêmes arbitres, on a la même approche, la même vision du jeu parce que ça reste le même sport, que ce soit des hommes ou des femmes. Après dans la façon peut-être de communiquer, d'échanger sur des matchs masculins ou féminins, ça va pas être tout à fait la même chose. On va plus ou moins nous solliciter. Ça va être pas la même chose peut-être également au niveau de l'approche de la tactique, de la physionomie du match. Donc il y a des points de convergence et des points de divergence sur les différents matchs, que ce soit masculin ou féminin. Mais on prend autant de plaisir à arbitrer les deux. Et c'est quoi votre prochaine grande échéance là qui va arriver? On sait qu'il y a le championnat évidemment, mais il y a un championnat d'Europe féminin, masculin qui doit arriver, ou championnat du monde? Pas encore pour nous. Là, on a des matchs. Là, on va à Lisbonne vendredi pour du coup un match retour de Coupe d'Europe, donc de la deuxième Coupe d'Europe féminine. Et sinon, après, c'est plutôt l'été. Là, pour l'instant, on est plutôt sur les championnats d'Europe jeunes. Donc peut-être un championnat d'Europe jeune ou alors à l'international. On attend aussi peut-être. Trop bien. On espère en tout cas. En tout cas, merci. Vas-y, j'ai juste une toute dernière. Vas-y. Si tu le permets. Et je le choix. Non. Vous êtes noté? Comment ça fonctionne? Toi, t'es le petit élève. Tu veux savoir s'il y a des notes? C'est fou, ça. Je veux savoir, pour monter en niveau, il faut bien un classement à un moment donné. S'il y a un classement, il y a des notes. C'est un peu comme les équipes. Il y a un classement, on monte, on descend. À l'arbitrage, c'est pareil, on est noté. Alors, quand on débute ou quand on est sur les niveaux un petit peu inférieurs, en général, l'observateur, il est avec nous dans la salle, il est en live. Là, les matchs nous, on peut arbitrer partout en France, donc l'observateur, l'évaluateur, il n'est pas avec nous dans la salle, mais on a un retour vidéo dans la semaine qui suit le match et on est évalué avec une grille et puis on a les critères qu'on a l'habitude de rencontrer sur la protection du jeu, la protection des joueurs et aussi, du coup, notre savoir-être, notre communication, différents items comme ça qui sont évalués sur chaque match au cours de la saison. Et on a aussi du coup 3 tests physiques donc par an. Et après aussi, on a des QCM aussi tous les mois. Ah oui, aussi en plus de ça. Oui, d'accord. Théorique en plus de ça, donc c'est intéressant. Après, c'est mieux que les arbitres au niveau
à votre niveau, qui est au très haut niveau, connaissent les règles. C'est vrai que c'est mieux. Ça permet, ça te rafraîchit la mémoire un petit peu sur certains trucs peut-être. Enfin, je sais pas si dans le hand il y a beaucoup de règles tarabiscotées, mais si. Voilà. Les questions pièges à chaque fois. Ouais. On aurait adoré continuer à discuter avec vous, mais le temps file et la cérémonie continue. Donc merci beaucoup à toutes les deux d'être venues, Mathilde merci Cournil. pour votre bonne humeur. Et vraiment, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lauriane Lamour et Mathilde Cournil, toutes les deux, donc arbitres européennes de handball, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous et de venir partager leur expérience. On dit merci le chat, s'il vous plaît. Merci à toutes les deux. C'était vraiment très chaud. Vous pouvez laisser les micros. Attention, on les récupère. Passez une bonne soirée toutes les deux. C'était super. Histoire de micro. C'était super. C'est incroyable. En fait, tu sens le plaisir de parler de ça. Une complicité. Alors, complicité de fou. Mais je pense que quand tu vis ça, tu sais, l'évolution, tu pars tu pars du Finistère. Tu sais ce que c'est. T'es le fils prodige. Un déchirement. Voilà. T'es la fille prodige, tu pars. Et puis petit à petit, bam. Tu montes les échelons. L'Europe, mais bien sûr, où vont-elles s'arrêter ? Évidemment, et on le rappelle évidemment, nous on fait des interviews, mais on le rappelle qu'on fait tout ça en parallèle de cette cérémonie des arbitres, la cérémonie des trophées des arbitres qui est organisée par La Poste ici au musée de La Poste. Et un arbitre qu'on connaît bien ici, c'est un visage qu'on connaît bien, c'est le Ruby. C'est le Ruby, bien sûr. Bien sûr. On l'a vu notamment, dimanche dernier. Kevin Braley, bien sûr, qui est donc arbitre de top 14, et on remet donc là, il me semble que c'est le trophée professionnel, l'initiative professionnelle qui est remis à l'instant, avec Pauline Bouygues, bien sûr, toujours impeccable. Hein. Bien sûr, toujours impeccable, c'est carré. Et nous, on est un petit peu en retard, donc on est un petit peu moins carré, mais donc il est déjà temps d'accueillir nos prochains invités. On a eu des arbitres et cette fois-ci, on a des lauréats, puisque je le rappelle, durant ces trophées, on met en avant les initiatives qui ont été prises sur les différents territoires, que ce soit dans les différents sports également. Et je vous propose d'accueillir ceux qui ont récupéré, qui ont été les vainqueurs, les winners, bien sûr, de l'initiative. Nous, on a que des winners ici. Hein. Ceux qui ont remporté le trophée de la meilleure initiative locale amateur féminin de l'année. Je vous demande d'accueillir René Zanetti et Karim Tenina. Bonjour à tous les deux, venez vous installer. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, un ici et un là. Oh, il est beau. Montrez-nous un petit peu à quoi ça ressemble. Oh, il est beau. Je le prends, il est sublime. Mais il est à nous. Oui, on le prend. Merci de le rappeler, Karim. Ça fait plaisir. Il est là, regardez. Voilà. Hop là, tous arbitres, bien sûr. Félicitations à tous les deux, déjà. Initiative féminine, bravo. Bravo, merci à vous. Au club surtout, c'est tout le club qui a participé. AS Montigny-les-Metz qu'on salue évidemment. Et donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement de cette initiative ? Qu'est-ce que c'est on parle de football cette fois-ci. Et qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous avez mis en place dans votre club ? Tu permets ? Bon, alors en fait, on a mis en place un accompagnement pour les jeunes filles qui ont 13-14 ans pour pouvoir un peu les sensibiliser tout d'abord à l'arbitrage et les accompagner vers l'arbitrage si jamais elles ont envie de devenir à la fois joueuses et arbitres, voire complètement arbitres. Le but, c'était d'avoir un accompagnement. C'était pas mettre le micro juste. Le but, c'est d'avoir un accompagnement complet et réel, un peu comme une conduite accompagnée. Voilà, c'est vraiment leur faire à la fois de la théorie et de la pratique, mais qui leur permettent de se sentir à l'aise, parce que à cet âge-là, on n'est pas manager, on apprend. Et c'est pas évident de se retrouver une fois qu'on a passé l'examen sur un terrain. Donc nous on veut pas, on voulait vraiment avoir un projet qui accompagne ces jeunes filles pour prendre le temps de les préparer, de les amener vers l'arbitrage tout doucement et qu'elles décident elles quand elles seraient prêtes à passer cet examen et pas forcément à leur faire passer l'examen et après à les perdre parce que elles seraient perdues sur le terrain et pas accompagnées. Il y a un truc très intéressant, vous dites, c'est l'accompagnement, parce que c'est vrai que moi j'ai réfléchi à un moment donné à être arbitre de foot parce que j'étais dans mon petit club amateur. Et ça donnait très envie parce que c'est vrai que on en a un peu parlé rapidement, mais c'est vrai que on peut gagner un petit peu d'argent en étant arbitre. On découvre aussi une nouvelle passion, mais il y a quand même un côté très solitaire quand même à l'arbitrage, notamment quand on débute, c'est-à-dire qu'on est avec les copains, c'est un peu ça le football, c'est le côté collectif. Et en fait, on doit aller dans un autre club avec des joueurs qu'on connaît pas et avec aussi des arbitres qu'on connaît pas forcément. Donc il y a un peu ce côté solitaire. Donc je trouve ça intéressant d'amener ce côté collectif dans l'arbitrage dans le club. Ah, bien sûr. Je suis président du club depuis quelques années et quand je prends la présidence du club, il reste un arbitre. Et ça aussi, il faut avoir des arbitres dans le club, c'est important. La Fédération française de football, et notamment nous, notre ligue, nous oblige à avoir un certain nombre d'arbitres, sinon on a des sanctions qui sont amenées. C'est de là où je prends l'initiative d'aller chercher des arbitres, d'aller chercher René pour monter un projet. Et je suis même passé, moi, personnellement, par l'arbitrage. J'étais arbitre jusqu'à la saison dernière.
Et on a eu suffisamment d'arbitres, du coup, avec mon rôle de président, j'ai pu prendre un petit peu d'auteur sur le sujet. Mais effectivement, quand on est arbitre, on est seul. Lorsque je me suis rendu sur mon tout premier match en tant qu'arbitre, je me dis, ouais, je vais dans un club que je ne connais pas, contre des adversaires que je ne connais pas, avec des juges de touche que je ne connais pas, et je vais devoir être le directeur de jeu. Alors c'est sûr, j'avais 35 ans quand j'ai commencé, c'était plus facile. Mais quand on est un jeune de 15, 16, 17 ans, il faut vraiment être bien accroché pour pouvoir diriger le jeu. Aujourd'hui, nous, le rôle, c'est d'avoir vraiment un groupe WhatsApp, déjà avec tous les arbitres du club, pour pouvoir communiquer ensemble et avoir au moins tous ces éléments de communication, ne jamais se sentir seul en cas de difficulté. Et après, c'est de créer un collectif. Les arbitres, j'aimerais atteindre le nombre symbolique de 11 arbitres. Ah, une équipe d'arbitres. Une équipe d'arbitres. Un bus d'arbitres qui descendent. Ah bon, ils ont besoin de tout ça pour le match. Non, mais je trouve ça vraiment bien, ce côté collectif que vous avez mis en place. On en parle un petit peu et on a un petit sujet justement pour vous montrer à quoi ressemble ce dispositif que vous avez mis en place justement dans votre club. À l'AS Montigny-Metz, 518 licenciés, 20% de féminines, nous avons lancé le projet Les Pionnières du Sifflet à partir d'un constat. Un déficit important d'arbitres féminines au niveau local et la perception que l'arbitrage est une voie peu accessible pour les jeunes filles. Depuis 2023, nous accompagnons les féminines dès la catégorie 13 ans dans la découverte de l'arbitrage. Ce qui nous anime, c'est la volonté de briser les barrières et de rendre la fonction arbitrale plus attractive. Pour cela, le club a mis en place un véritable parcours incluant les filles et les garçons avec des ateliers tels que Tous Arbitres, de mise en situation réelle en tant qu'assistante sur les matchs. C'est un cadre d'apprentissage bienveillant, sécurisé mais bien réel. L'avenir est prometteur pour le club. La saison dernière, Clara, une jeune licenciée, a ouvert la voie en étant la première à valider sa formation d'arbitre. L'objectif du club est de progresser encore avec la présentation de 3 jeunes filles à l'examen cette saison. Non, franchement, c'est bravo, 518 licenciés, c'est énorme. Le club vit bien, quoi. Le club vit bien. Le club vit bien. Le club vit bien, ouais, 518. Énorme, non, parce qu'il y a des clubs qui sont beaucoup plus gros, notamment en région parisienne, mais pour nous, sur le bassin messin, ouais, c'est partie des gros viviers, des gros clubs. Et après, c'est 518 licenciés répartis sur toutes les catégories et tous les volets. On a toutes les catégories d'âge, en garçons, en filles. On a beaucoup de dirigeants, on a beaucoup de bénévoles qui se sont inscrits et qu'on a valorisés avec une licence. Et on a aussi quelques arbitres qui viennent compléter le sujet. Il y a des gens sur Twitch, il y a Marsupio sur le live Twitch qui nous dit dans le chat, quand tu commences à 17 ans et que tu n'es pas serein, tu peux prendre ta rive. Donc, c'est-à-dire tu peux vraiment aussi subir la pression. Ouais, subir la pression. Si les joueurs voient que l'arbitre n'est pas serein, pas encadré, on peut aussi passer vraiment un mauvais moment sur le terrain et les joueurs peuvent... Absolument, et l'arbitrage, c'est comme le football, ça doit être du plaisir avant tout. Et pour que les jeunes puissent prendre du plaisir, il faut qu'ils aient conscience de pouvoir gérer leurs émotions. Et pour ça, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et donc, l'accompagnement est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on fait des cours en salle, évidemment, parce qu'on les sensibilise justement à cette gestion des émotions, on les sensibilise à d'autres sujets, préparation mentale, préparation physique, et on leur fait des cours sur le terrain où elles vont effectivement faire d'abord de la touche, et après elles vont faire du foot à 8 avant de passer au foot à 11. La Fédération française de football, à travers l'IR2F, a un programme de formation. C'est pas notre rôle de prendre ce programme-là. Nous, on les prépare à aller sur ce programme-là. Okay. Quand elles arrivent, elles ont déjà une expérience, exactement comme la conduite accompagnée. Elles ont déjà leurs heures de route, elles ont déjà leurs kilomètres, et elles y vont beaucoup plus sereinement. C'est ça, on sait un petit peu près où on met les pieds. Aymeric, tu veux dire est-ce que ça, moi je me suis dit, quand je vois en plus le reportage, est-ce que ça fait pas aussi écho aux joueurs qui sont arbitrés par justement les jeunes arbitres qui sont en train de travailler? Ça doit être aussi... changer peut-être le regard de l'arbitre? Exactement. On fait sur des sessions d'entraînement pour justement avoir le temps de corriger les arbitres, et ça doit faire écho pour que les jeunes joueurs puissent se dire bah tiens, moi aussi je peux passer cette fonction. On a de plus en plus de jeunes qui viennent regarder. On a le cas le week-end dernier, on a un jeune qui est venu arbitrer suite à une sanction disciplinaire aussi chez nous. Quand on a une sanction disciplinaire, aujourd'hui le carton blanc est généralisé chez nous. On prend un carton blanc, le week-end d'après on vient donc un carton blanc, c'est une expulsion de 10 minutes sur le terrain pour un comportement anti-sportif, type contestation, choses comme ça. Donc la règle qu'on a mis en place au club, c'est on vient arbitrer forcément le week-end d'après pour venir et comprendre le rôle de l'arbitre justement et éviter d'avoir trop de mauvais comportements sur les terrains. On a un jeune qui était accompagné d'un copain qui a regardé le côté et qui a dit c'est super bien d'être arbitre, moi aussi j'ai envie de venir et puis de passer le cap. Donc on a peut-être des vocations qui vont se créer au fur et à mesure.
Est-ce que vous avez des gens qui font pas forcément partie du club, mais qui ont juste entendu parler de la formation et qui se sont dit, en fait, qui sont pas forcément joueurs ou joueuses, qui se sont dit, j'ai envie de devenir arbitre? Ouais, complètement. Tout simplement, je vais vous parler de ma fille. J'ai une fille de 13 ans qui a entendu parler de cette préparation de formation qu'on allait faire et qui a dit, moi aussi j'ai envie de faire ça. J'ai dit, mais tu joues pas au foot? Elle fait, oui, mais c'est pas grave. Elle dit, je regarde le foot, je comprends le foot, j'ai joué quand j'étais petite, j'ai envie de devenir arbitre. Trop chouette. Donc, c'est des choses qui aident. Ça recrute à la maison. Ouais, oui. Enfin, il y a celles qui n'ont pas besoin d'être forcées pour être recrutées. Hein. Non, mais bien sûr. Voilà. Moi, j'ai 3 filles, c'est 3 passionnées de foot, mais à des niveaux différents. Trop une bien. qui est supportrice, une qui veut devenir arbitre et une qui est joueuse. C'est parfait, il y a tout le panel qui est là. Contrairement à papa, elle est douée. Personne supporte Nancy. En tout cas, sachez que dans le chat, les gens trouvent vraiment super l'initiative que vous avez mis en place dans votre club et même l'initiative de faire venir les joueurs après pour observer. Les gens disent franchement, c'est une trop bonne initiative. C'est bien cette règle que vous avez réussi à instaurer. Et en plus, si les joueurs jouent le jeu en plus de ça, donc c'est vraiment parfait. Mais merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Franchement, c'était un plaisir et je trouve ça super que dans le foot, on prenne cette initiative-là parce que souvent, c'est un sport qui est un peu montré du doigt dans le rapport à l'arbitrage et à l'arbitre. Donc, je trouve ça super que vous ayez cette démarche-là pour les arbitres. Un peu le prisme. Ouais, c'est ça, je trouve ça super, donc merci beaucoup. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Merci le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup René, merci beaucoup Karim, je le rappelle, qui sont membres, président. Et René, c'est quel rôle dans le club? Vice-président, président et vice-président de AS Montigny-les-Metz qui sont venus nous voir. Le gratin de Montigny-les-Metz. Pour venir nous parler justement de. Merci beaucoup. Et oui, les lauréats, les gagnants, les vainqueurs, bien sûr, les winners. Ils sont super. Oh là là, regarde. Ils se régalent. Mais non, c'est génial. Le trophée est très joli, en bois comme ça. J'aime beaucoup le trophée. Ouais, c'est bien. J'aime bien un peu durable, bois. Tu crois qu'il y a un moyen qu'on C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a fait pour l'arbitrage. On peut demander à la Poste. S'il vous plaît. Meilleure initiative Twitch. Voilà, meilleure initiative Twitch. Vous avez fait quoi, vous? On parle d'arbitrage pendant les matchs, c'est déjà pas mal. Non, mais en tout cas, c'est des belles initiatives. Très bien. C'est très bien. Mais ça donne en plus, vous qui regardez le live, ça vous donne une idée de quel genre d'initiatives sont récompensées en fait. C'est vrai. Dans cette cérémonie, qui est la 3e cérémonie, qui est la première cérémonie où il y a un live, où c'est un peu plus interactif, où même si on vous montre quelques images en direct en ce moment, elle est en train de se passer, elle est vraiment à 4 mètres de nous. On est encore dans le KGB. On est encore dans le KGB. Intervenir, mais c'est pas le but. Ce serait tellement drôle que tu rentres et que tu passes une tête. C'est juste pour Twitch. Très très drôle. Excusez-nous, c'est pour Twitch. Tu veux que je passe, et on repart. Tu veux que je passe juste faire un petit coup? Ce serait vraiment très drôle. Tu veux vraiment? Oh mec, tu passes juste là en plan large. Je passe sur le côté. Ah ouais, juste sur le plan. Ah ouais, vraiment. Et tu reviens me voir après. Regardez-le là. Ah oui, fais-moi un carton. Regardez, c'est pour vous. Voilà, c'est exceptionnel. Il va mettre un carton. Hop là. Oh, allez, ça va être exceptionnel encore une fois. Il nous refait bis repetita. Il va prendre un plaquage terrible. C'est sublime. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le son, savoir sur quoi il risque d'intervenir quand même Guillaume, justement, à votre tour, qu'est-ce qui vous touche le plus dans le parcours de Sébastien? Sa grosse tête. C'est son engagement sur tous les plans. C'était parfait, franchement, c'était nickel. Pas plus, pas moins, il fallait pas plus, je pense, c'était nickel. Le carton aurait été too much, je pense. Ah si, c'est parfait. Supporter. Ouais, vraiment, il y a juste eu ta tête. Donc, il touche. Ça a marché. C'était pas. Je pense que le carton aurait été too much. Juste au moment de l'applaudissement, c'était super. Alors, j'arrive, il faut savoir que il y a quand même quelques personnes qui travaillent autour de ça. Il y a des présidents de fédération, il y a des gens qui travaillent, enfin voilà quand même. Puis là, du coup, on me dit, il y a la ministre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait oublié ce détail. Et du coup, j'ai dit, bon, tu mets un carton jaune, ça aurait peut-être été mal vu. Pas un carton jaune, voilà, je suis rentré, j'ai un petit applaudissement, c'est super. On m'a vu dans le coin, je pense. Voilà, ils ont sûrement pensé que t'étais un gars de la technique. Oui. Tout marche bien, allez, j'y vais. Là, il y a 4-5 rangées, vraiment. T'as les plus grosses têtes des 4 plus grosses fédérations, plus les directeurs de la Poste et compagnie. C'est... Non, non, mais c'est super. Je pense que je vais pas tout de suite avoir un poste à la Fédé. Non, mais continue en tout cas, continue. C'est top. Non, donc du coup, on est en train de remettre le prix du trophée postier et arbitre. Donc voilà, on est en train de remettre ce trophée actuellement. Donc qui livre les cartons. Exactement, et qui en même temps livre. Oui, bravo. C'était ça. Excusez-moi. C'est exactement ça. Excusez-moi. Donc voilà, trophée. On a tendance à l'oublier.
Donc évidemment, on met à l'honneur les arbitres. C'était très, très important, bien sûr, de le faire avec notamment Guillaume Paradis, que vous avez vu, qui est arbitre de Ligue 1. On continue à parler des lauréats, on continue à parler de ceux qui font vivre l'arbitrage dans les territoires et au niveau notamment amateur. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir très chaudement Esteban, qui a remporté l'initiative jeune, justement, de ces trophées des arbitres. Merci beaucoup à Esteban. Et cette fois-ci, messieurs, dames, on ne parle pas de handball, on a parlé de football. Et cette fois-ci, on parle de basket, bien sûr, parce que Esteban, c'est le basket gaillacois. C'est Gaillac, tout à fait, oui. C'est le Sud. Et on s'est dit, on était étonnés quand même que ce soit pas le rugby, on va pas se le cacher. Vrai que moi, on m'a dit Esteban de Gaillac. Je me suis dit, c'est un collègue. Pas du tout. C'est le basket. Ouais. Merci beaucoup, Esteban, de venir nous voir. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Franchement, on est très contents. Tu es lauréat. Félicitations de cette initiative que tu as portée dans ton club liée à l'arbitrage. Est-ce que on a une petite vidéo peut-être pour montrer justement ce que tu as mis en place et on va en parler juste après. Je m'appelle Esteban Durigon, j'ai 17 ans. J'arbitre le basket depuis 4 ans à l'ASBJ. Je me suis donné une mission, c'est de former les jeunes dans mon club. En 3 ans, j'ai organisé 6 stages, soit 2 par an. Sur ces années-là, j'ai eu entre 12 et 20 jeunes qui ont pris part à ces formations. Il y a 7 jeunes qui ont été formés à l'arbitrage, dont 2 jeunes filles qui ont passé le diplôme d'arbitre départemental. Pour la saison 2025-2026, l'objectif est de développer des séances en continu tout au long de la saison. J'espère changer le regard des jeunes sur l'arbitrage et leur faire découvrir une fonction essentielle du basketball. Esteban Durigon, félicitations encore une fois. Merci. Belle initiative. En plus avec des arbitres, enfin des jeunes arbitres qui ont passé qui sont entre U13 et U18. Franchement incroyable. Et donc tu as 18 ans désormais. Tout à fait. On a passé tout juste les 18 ans. Comment ça t'est venu déjà toi cette envie d'arbitrer et ensuite de transmettre? Alors tout d'abord l'arbitrage, ça m'est venu il y a 5 ou 6 ans. Donc j'ai découvert cette facette du jeu à l'UNSS avec le collège. Voilà, ils avaient besoin d'un arbitre, voilà, et puisque je faisais partie des seuls qui étaient motivés à arbitrer et qui connaissaient déjà bien le sport, je me suis proposé pour pouvoir faire officiel dans une compétition UNSS. Comme quoi l'UNSS? Parce que souvent, on dit l'UNSS. Ah bon? Mais au final, ça des fois on se moque un peu. Oui, des fois. J'ai fait l'UNSS, attention. Ah ouais, moi j'ai été champion départemental de course d'orientation de l'UNSS, monsieur. Et grâce à c'est très spécifique. Grâce à vraiment l'UNSS, le course d'orientation, je ne savais pas ça. Et grâce à l'UNSS aussi, j'ai pu faire la Coupe de France minime en filles. Il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, voilà. Et j'ai pu arbitrer la finale de la Coupe de France. Ah, quand même. C'est une grosse responsabilité directe. Donc ça, c'est grâce au comité en fait qui organisait, qui devait désigner 8 arbitres départementaux sur cette compétition. Et donc du coup voilà, j'ai fait partie de ces arbitres désignés là, et voilà, sur 4 jours j'ai pu donc suivre la compétition, et derrière de par mon niveau, je veux pas me lancer trop de mais t'as gagné un prix, mais de par, on va dire, mes prestations sur mes premiers matchs, et j'ai pu arbitrer la grande finale, voilà, donc c'est une belle expérience, voilà. Je suis fier de ça. Alors en vrai c'est super, mais je trouve que et tu vois, mais de là à du coup passer d'arbitre à vouloir transmettre, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire moi, parce qu'aussi le côté arbitre, il y a aussi se développer soi, miser sur soi, mais toi tout de suite tu t'es dit je vais aussi partager avec les autres membres du club. Je pense que c'est une continuité. Il faut, voilà, c'est l'arbitrage, il faut le pratiquer, mais il faut aussi le transmettre pour pouvoir que cette fonction perdure, parce que sans arbitre, voilà, il y a pas de jeu, effectivement. Voilà, donc je pense que voilà, c'est aussi la passion de transmettre, voilà, ce que je fais, mon sport, l'arbitrage, voilà. Est-ce que tu as le temps de jouer à côté encore maintenant? Oui, je suis joueur. Oui. Ok. Oui. Et tu t'es devenu arbitre aussi T'es pivot, du coup? Non, même pas. Enfin, j'étais pivot sur les catégories jeunes. Maintenant, j'arrive à un senior, je suis le plus petit de mon équipe. Alors, c'est ça. Il va falloir, c'est aussi ça le basket. C'est ça le basket, à un moment c'est très dur. Voilà, tu fais 1m40, c'est foutu, quoi. Ça peut être un peu discriminant à ce niveau-là. J'entends ce que tu dis. Même si, en NBA, il y a notamment des grands joueurs qui sont pas si grands que ça. Oui, tu vois, genre quand tu vois un Tipeee, par exemple, tu as l'impression qu'il est plus petit.
fait un 86 ou un 87, je crois que c'est OK. Hein. Donc ils font quand même assez taille. Et justement, il y a Marsupio qui pose une question dans le chat. Tu arbitres à quel niveau maintenant, toi, de ton côté? Là, je viens de passer mon diplôme régional. Donc je fais de la régionale 3 garçons en senior, de la régionale 2 féminine en senior. Et sur toutes les catégories jeunes, je peux faire jusqu'à de la régionale 1. Ok. Et est-ce que tu as un objectif de continuer à te former, continuer à progresser tant que je progresse et tant que je peux aller sur du niveau supérieur, voilà, je saisis les opportunités qui se présentent à moi. Et du coup, ça demande formation aussi. Tu es obligé de te déplacer pour te former. Après, oui, je m'investis ce qu'il faut pour me former, pour progresser. Mon objectif, c'est ça. Voilà. Et je pense que la partie formation des jeunes arbitres me fait aussi progresser dans mon arbitrage en perso. Voilà. Parce que du coup, tu dois expliquer des choses. Je dois expliquer des choses. Donc des fois, ça m'est déjà arrivé de consulter le règlement officiel et de me dire ah ouais, c'est ça la vraie règle en fait. En fait, par une mauvaise interprétation pour diverses raisons, parce que j'avais mal compris ou parce que j'avais pas ou dans l'usage, il y a des règles. Qu'on a accepté alors qu'en fait c'est pas vraiment comme ça qu'elle doit être arbitrée. J'imagine les questions aussi qui te sont posées des fois, tu dis ah j'y avais jamais pensé mais effectivement. Tout à fait, c'est ça. Je vois, donc ça devait être. Et ça permet en fait c'est l'arbitrage va venir compléter le jeu et la formation des arbitres va venir compléter l'arbitrage, voilà, tout simplement. Mais là du coup tu as 18 ans, tu es encore en études. Plus ou moins, on va dire. Là, je suis sur un service civique dans mon club de basket. Okay. Donc, du coup, ça me permet de beaucoup m'investir pour la formation des jeunes arbitres. Et à côté, je prépare le concours de gardien de la paix pour pouvoir rentrer dans la police nationale. Ok. Voilà. Ok, ça reste. Voilà, mais on va dire, c'est pas des études traditionnelles. Parce que c'est une formation, on va dire, à part qui fait pas partie de Parcoursup, si vous voulez. Ouais, je vois, c'est ça, c'est un peu. Mais donc, du coup, en gros, moi, je voulais venir sur le côté. En gros, objectif plus tard, mais tu l'as répondu. Je me suis dit que si tu étais en parcours aussi d'études, est-ce que l'arbitrage professionnel, c'est quelque chose qui, pour toi, est. Pourquoi pas. Mais ça sera qu'un complément au final. Voilà. Ah oui, non, ce sera toujours qu'un complément, oui. Les gens nous disent bientôt arbitre Asvel Monaco. Les gens nous disent ça dans le chat. Ah ben ce serait bien. Le jour où j'arbitrerai ça, je pense que j'aurais atteint un sacré niveau. Ouais, tout à fait. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas Esteban d'être venu nous voir, d'avoir pris le temps justement après ce trophée de venir nous dire quelques mots et bravo pour l'initiative en tout cas que tu as mis en place dans ton club. Félicitations. Et on t'attend sur les parquets. À la télé avec Asvel Monaco très bientôt. Dans 6 ans, si tout va bien. Dans 6 ans 6 ans Je pense en 6 ans. Note, hein. Tu sais que en 6 ans, c'est faisable. Mais après, il faut vraiment que j'ai une production. Bon. Faut que ce soit très bon. Très bon. Très bon. Parce mais nous, on a confiance en toi, Esteban. Moi, je mise tout sur toi, je te le dis. Moi, je vais devenir le premier supporter d'arbitre. Je vais supporter Esteban. Supporter d'Esteban. Bien fait les déplacements, je supporte, etc. On va faire ça. Mais merci beaucoup en tout cas, Esteban, d'être venu. C'était un vrai plaisir. Tu peux, écoute, on va te récupérer le micro. Et je te rends ton trophée. GG formateur assistant, c'est bon. Ouais, exactement, merci. Félicitations encore. Bravo le chat. Bravo le chat. Merci champion, ça dit. Merci GG formateur à 17 ans, c'est fort. Il a 18 maintenant, les gars. Il a 18, s'il vous plaît. Mais oui, là, en fait, moi, c'est fou de voir qu'il y a beaucoup, et heureusement, de jeunes qui sont happés par ça et qui tombent amoureux de cet aspect-là, de l'arbitrage, tu vois. En vrai, c'est. Et du coup, on cette force, parce qu'il faut de la force pour réussir à transmettre l'envie d'arbitrer à d'autres et leur dire c'est pas si dur, on en a besoin et on peut s'amuser, quoi, tu vois. Ouais, non, clairement. Il y a aussi ce. Et puis je pense que tout ce travail En fait, je trouve que ça fout, et on l'a vu avec les lauréats, quel est l'impact d'une personne qui fait la démarche de devenir arbitre dans un club. Parce que du coup, c'est aussi une autre façon de parler du sport, une autre façon de parler de « Ah, t'es arbitre, mais pourquoi t'as décidé de le devenir ? Ah, ça devient comme ça, c'est qualifiant, je vois le sport d'une autre manière, j'aime mon sport, mais peut-être que, évidemment, je ne serai jamais joueur professionnel, peut-être que c'est une autre manière de gravir les échelons et d'aller voir un peu plus haut aussi dans ce sport-là. Donc, je trouve ça intéressant comment est-ce que l'arbitrage peut, à partir d'une personne, se diffuser dans des assos, quoi. Et après, comme tu dis, il peut offrir... pas mal d'opportunités, que ce soit pécunier ou que ce soit même de satisfaction personnelle, tu vois. Là, ça m'a fait penser, moi je sais que j'adore jouer au rugby, mais faire un bon match d'arbitrage, et quand au final, tu disais c'est pas collectif, ouais, mais en fait à la fin du match, quand tu as fait un bon match et que les gens sont contents et qu'ils te remercient, tu as de la reconnaissance, tu vois. Et franchement, c'est trop cool. Et tu vois, ça m'a fait repenser à ça, alors que j'y pense pas sur le moment, mais... Quand on t'a dit ouais, franchement c'était cool quand t'as arbitré, c'était bien, quoi. C'était bien dans le le sens jeu du était jeu, fluide, on a pris du plaisir à jouer, tu vois. Franchement c'est bonheur.
Il y a Aero qui dit dans le chat aussi, et tu as raison, c'est d'autant plus beau le fait que l'arbitrage peut avoir un aspect ingrat. C'est vrai qu'il peut y avoir un aspect ingrat assez clair quand souvent, parfois les joueurs peuvent être un peu compliqués, et parfois c'est même pas les joueurs, c'est en dehors, c'est le public. Enfin, je pense que pour tous ceux qui ont pratiqué du sport, moi c'est du football, et je peux vous dire que des fois ça pouvait être un peu compliqué au bord de la c'est vrai. Donc pour les arbitres, parfois même moi j'étais spectateur d'arbitres qui passaient pas forcément un bon moment, mais qui étaient là, et s'ils n'étaient pas là, il n'y avait pas de match. Donc on en profite évidemment et pour les remercier. On a la même passion. Exact. Et je savais pas que c'était un truc lié à l'arbitrage, ça, pour le coup. Ah bon? Mais non. Et ben voilà. Moi je suis assez vieux pour le savoir. En parlant d'arbitrage encore, et je vous dis, on mettait à l'honneur évidemment les arbitres de haut niveau. On a parlé d'arbitrage de haut niveau avec Mathilde et Lauriane tout à l'heure sur le handball. On va continuer à parler d'arbitrage de haut niveau, et je vous demande d'accueillir. Et là c'est ton sport. Excuse-moi, on a eu le hand, on a eu le foot. Je te laisse les introduire alors. Et là je crois qu'on accueille 2 arbitres de top 14, Pierre Bru et Kevin Braley. Qui a officié notamment dimanche dernier. Oh là là. Ils sont là. Bonjour messieurs. Là c'est mon sport. Bonjour messieurs. Bonjour Pierre. Bonjour Kevin. Hop là. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Hop là, voilà, je vous donne ça. Merci beaucoup de nous rejoindre. Là c'est un bonjour. Plaisir. Sachez que vous connaissez Twitch un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu aussi, Sachez que sur notre chaîne, bienvenue. On est des passionnés de rugby. Donc vous avoir, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Merci beaucoup de venir, de prendre le temps de discuter avec nous, de parler d'arbitrage. Toi, je sais que toi, t'es. Non mais moi, je suis content. Excuse-moi, je t'ai regardé dimanche, quoi. Donc à un moment donné, voilà, quoi. Puis à un moment donné, il y a eu des beaux plans sur toi. Enfin, c'est un plaisir. C'est un plaisir, franchement, de vous avoir tous les deux. C'est vraiment super. On parle d'arbitrage. On a parlé d'arbitrage de haut niveau, au handball. C'est important aussi de parler de rugby parce que c'est un sport qui est très intéressant à analyser du côté de rugbystique, puisque c'est un sport où on a beaucoup de contact avec l'arbitre, parce qu'on vous entend beaucoup, on vous entend parler avec les joueurs, parler des règles, faire le diplomate aussi beaucoup. Donc c'est un sport où on a l'impression d'être un peu plus proche de vous d'une certaine manière. Pierre, toi, tu viens d'arriver en top 14, donc félicitations déjà d'arbitrer à ce niveau-là. Du coup, forcément, moi, ça m'intrigue. Comment est-ce que ça se passe pour passer les échelons et passer de Pro D2 à top 14? C'est des évaluations, c'est des classements entre les arbitres. Comment ça se passe? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil, très chaleureux. C'est un plaisir partagé également pour moi d'être avec vous. C'est un processus qui est relativement long. Hein. On commence en amateur, déjà à apprendre la règle, à passer les premiers examens. Ça c'est la base, c'est ce qui va faire la base de notre activité d'arbitre, hein, connaître la règle, et puis après petit à petit se faire son expérience sur les terrains jeunes, de jeunes d'abord, amateurs. Ensuite il y a le niveau fédéral, donc le niveau national, la fédérale 3, fédérale 2, etc. Donc on monte les échelons comme ça, avec des supervisions sur l'ensemble de nos matchs, et qui nous permet de progresser, de s'évaluer, de se remettre en question toutes les semaines. Donc vraiment c'est une des valeurs cardinales, j'ai envie de dire, de l'arbitrage, la remise en question, qui est fondamentale, qui est tous les week-ends. On se pose énormément de questions sur des situations de jeu. Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp des arbitres du top 14 qui se disent franchement, oui. Non, c'est pas vrai. Bien sûr. Les mecs, franchement, j'aurais pas sifflé ça. c'est vraiment de manière très très constructive, c'est-à-dire que on échange sur des situations et l'objectif c'est de partager non pas si la décision est bonne in fine, mais comment on y arrive et quel process on applique en fait. C'est ça qui est hyper important, qui est fondamental dans nos échanges, et c'est ça qui va nous construire et qui va nous permettre d'avoir ce référentiel commun, d'avoir cette cohérence-là, parce qu'on sait que l'arbitrage de rugby notamment, c'est un sport d'interprétation, et donc c'est hyper important qu'entre nous justement, on ait cette cohérence-là au maximum sur des situations données. Voilà, pour le coup, c'est sûr que le public a besoin d'avoir le même coup de sifflet, on va dire, en n'étant pas les mêmes arbitres. Or, c'est un sport d'interprétation, c'est là où c'est toujours dur. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, après c'est mon sport, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde le rugby. C'est un sport qui est très indigeste au niveau des règles. Et j'ai l'impression que vous faites énormément d'efforts de pédagogie, notamment parce que vous êtes sonorisé. Maintenant, vous êtes sonorisé dans les stades. Donc la pédagogie n'est pas que pour les gens derrière leur télé, mais bien aussi dans les gens dans les stades. Et c'est souvent là où c'est chaud, donc c'est mieux qu'ils comprennent les coups de sifflet. Dimanche, il y a eu des coups de sifflet qui ont été assez chauds, on va dire. Mais moi, j'ai une émission de rugby. J'ai
j'ai décortiqué. J'aurais mis le même coup de sifflet personnellement. Pour replacer vos gens, il y avait un match du coup Avignon. Il y avait Bayonne contre. C'est ça, Bayonne contre Toulon, et il y a eu une situation très compliquée à juger pour toi, Kevin. Alors nous, moi j'étais dans mon canapé, et déjà dans mon canapé, j'étais en mode. C'est compliqué. Donc on a débriefé un petit peu tout ça, et effectivement, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu, grâce à la sonorisation, tout le processus de ta réflexion entre toi et l'arbitre vidéo, Monsieur Grenouillet, vous avez discuté beaucoup, et c'était très intéressant. Vas-y, continue. En fait, j'ai vu un vrai débat derrière sur est-ce que la sanction est en fonction de la blessure, ou est-ce que c'est vraiment un processus qui doit être froid et qui doit même pas prendre en compte la blessure. Alors bonsoir à tous quand même, parce que bienvenue Kevin, merci de nous accueillir, et aussi chaleureusement comme l'a dit Pierre tout à l'heure. La question est très intéressante, effectivement, puisque faut savoir qu'on travaille en équipe, donc on a nos 2 assistants sur la touche et notre arbitre vidéo. Donc c'est une décision qui me revient, bien entendu, puisque c'est moi qui vais prendre la décision finale. Néanmoins, on a un processus qui est établi, et peu importe la blessure du joueur, s'il y a blessure ou non, quelle qu'elle soit, on ne doit pas juger ça. Nous, on est uniquement là pour... on a un arbre décisionnel, on a des process qui sont établis et très clairs. Donc, c'est ces process-là qui nous amènent à la décision. Ça ne nous empêche pas de faire des erreurs, puisque des process, des fois, on a des situations qu'on n'a pas vues, qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, il faut sortir des process, ou il faut les améliorer. Donc, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure. Et ce groupe-là nous permet, avec les réunions qu'on fait, d'avoir un consensus général et de se donner une ligne conductrice pour la suite. Néanmoins, pour répondre à ta question, la blessure, en tous les cas, n'a pas d'incidence et ne doit pas avoir d'impact sur notre décision. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est la faculté à rester froid dans ce moment qui est très chaud, parce que on connaît le public de Bayonne qui adore son équipe, et c'est tout à fait normal, et c'était une décision qui était difficile. Donc en gros, je ne vais pas vous faire toutes les règles du rugby, mais on a un joueur qui est touché en l'air, et il y a une vraie protection des joueurs en l'air, qui tombe très mal, qui retombe sur son épaule et un peu sa tête, qui est un peu KO. Donc l'image est impressionnante pour le public. Et sortie du joueur aussi impressionnant sur sortie du joueur, il va bien. Oui, on embrasse Gaël Dréan. Et derrière, il y a l'expulsion de l'arrière de Bayonne, chez Tibergien, qui lui était au contact et qui était estimé légèrement en retard, je pense aussi, puisqu'un saut latéral. Moi, mon feeling de joueur sur l'action, que tu es joueur, je vais te la donner, c'est que je pense qu'il sait qu'il est lobé, et il saute en se disant advienne que pourra, et malheureusement, il n'y a pas de chance que ça le touche, mais je pense qu'il est en effet un petit peu en retard. Et du coup, moi j'ai trouvé la décision justement très froide, au contraire, qui n'a pas été impactée par la blessure du joueur. Mais je voulais quand même la précision de savoir si ça rentrait en compte, parce qu'il y a de plus en plus de public, tout le monde ne connaît pas les règles. Donc forcément, on se dit, oula, est-ce que vous avez reçu des consignes à ce niveau-là ? Non, pas du tout. On doit vraiment analyser très techniquement et très froidement la situation, sans juger la blessure du joueur, s'il y a blessure, bien évidemment. Et c'est pour ces raisons-là aussi que nous, on en a profité pour faire l'arbitrage vidéo et faire tout ce qui arrivait derrière, pour justement remettre les caméras au centre du jeu et laisser les équipes médicales travailler, pour éviter qu'il y ait les caméras qui soient uniquement sur le joueur blessé et que ça envoie des mauvaises images. Ce que je trouve hyper intéressant en fait, dans ce cas-là, c'est l'échange qu'il y a en fait. Parce qu'en fait c'est pas noir, on n'est pas au tennis en fait, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a une part d'analyse, de subjectivité. Et ça, c'est ce que je trouve hyper intéressant sur le cas de dimanche soir, c'est qu'il y a eu un échange et que cet échange-là est transparent, à la fois pour nous arbitres, pour les joueurs, pour les staffs, mais également pour le grand public. Et je trouve que la force de ces cas-là, en tout cas, même si tout le monde ne sera pas d'accord sur la décision finale, mais c'est... je te confirme. Mais ce qui est important pour moi, c'est de montrer au grand public comment on arrive à cette sanction-là et notre processus. Et je trouve que finalement, le fait de le montrer, la sonorisation des arbitres, ça humanise la fonction. Et c'est ça qui, pour moi, est capital dans à la fois le développement de notre sport, mais également le développement de l'arbitrage. Ça humanise clairement les situations. Après, d'accord ou pas d'accord, mais au moins, le grand public comprend le processus. La réflexion du central. C'était l'équipe qui avait sorti il y a 1 an ou 2 ans un papier justement avec des arbitres un peu plus âgés que vous, qui avaient connu l'avant et l'après sonorisation et qui avaient expliqué tout ce qu'ils avaient eux ressenti en tant qu'arbitre sur l'apport de la sonorisation, sur non seulement la pédagogie auprès des grands publics, comme vous l'avez dit, mais aussi une sorte d'apaisement aussi dans les relations entre joueurs et arbitres, parce que
on sait qu'on est entendu aussi. Donc quand on est joueur, on a peut-être envie de pas non plus arriver, d'être un petit peu trop véhément avec l'arbitre. En plus, maintenant, on a des super compiles sur YouTube, des meilleurs échanges. Donc n'hésitez pas, on se régale et on adore ça. Il y a des questions des gens dans le chat qui sont très intéressantes. Il y a Astax qui demande à quelle fréquence est-ce que les arbitres se rendent dans les clubs pour échanger justement avec eux, avec les joueurs, avec les staffs. Alors, avec le plan de haute performance de l'arbitrage qui a été mis en place, maintenant les clubs ont la possibilité, l'opportunité de demander des arbitres pour venir intervenir. Donc, il n'y a pas une fréquence prédéfinie. Pour répondre à la question, c'est vraiment à la demande des clubs et nous, on est au service, donc il faut la demande à notre institution et nos managers répartissent pour pas qu'il y ait un arbitre qui aille toujours dans le même club. Donc voilà, on est répartis et partant de là, on intervient à tour de rôle individuellement avec le cahier des charges que nous fournit le club, puisque dès lors qu'on intervient dans un club, on est là pour le club. Donc ça nous entraîne à arbitrer, ça nous entraîne à se préparer à des situations, puisqu'il faut savoir que nous, la semaine, eux, les joueurs s'entraînent sur le terrain, ils sont collectivement ensemble. Nous, on est aux quatre coins de la France, on fait des réunions, on s'entraîne individuellement. Mais par contre, collectivement, pour s'entraîner réellement sur le terrain à balles réelles, c'est le week-end. Ouais, bien sûr. Donc, vous avez un métier à côté ou vous êtes que arbitre? On a un métier à côté. Ouais. J'avais plus ou moins la réponse. Tous les deux, et Pierre, on a un métier à côté, effectivement. Ouais. Et ça fait partie de notre équilibre en fait. C'est la question que j'avais posée. Si demain on vient vous dire, voilà, vous pouvez passer à plein temps, est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Vous préférez garder cet équilibre professionnel, arbitrage le week-end et boulot la semaine? Alors, il y a deux choses. Il y a la première chose qui est, si on nous demande à l'état actuel de passer à 100% du temps à plein temps, alors qu'on a un équilibre et qu'il est bien et bon pour tout le monde et qu'on est performant, ça c'est après des choix qui sont personnels. Néanmoins, pour ce qui demande du très haut niveau, donc souvent la Coupe d'Europe, les matchs internationaux, ces choses-là, ça amène beaucoup de déplacements, des réunions supplémentaires, et en fait c'est une notion de temps après qui manque. C'est pas un manque d'envie, c'est simplement une notion de temps. Donc après il faut faire un choix quand on a ces contraintes-là. Ok, donc vous n'avez pas nécessairement cette ambition-là. Alors, je sais que tu viens d'arriver en top 14, et c'est déjà exceptionnel, c'est l'élite en France, mais l'étape d'après c'est Champions Cup, enfin Coupe d'Europe, et ensuite les matchs internationaux. Et du coup, est-ce que, à titre individuel, je vais poser la question aux deux, c'est quelque chose qui est dans votre tête du coup ou... Alors pour moi, je fonctionne par étapes, c'est-à-dire que je viens d'arriver en top 14, l'objectif c'est de s'y installer, c'est de faire de bonnes performances. Ça c'est clairement l'objectif numéro 1. Après aujourd'hui, j'ai un équilibre clairement entre la vie familiale, la vie sportive et la vie professionnelle qui me correspond. Donc voilà, après on verra les années futures ce qui se passe. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, clairement, cet équilibre-là est fondamental pour moi, notamment dans mes performances d'arbitrage. Tu n'avais pas Wayne Barnes dans ta chambre à la Coupe du Monde, quoi. Ouais, pour ma part, l'année dernière, je suis rentré en top 14, donc j'ai franchi le pas. Immédiatement, ils m'ont mis en Challenge Cup, dans la petite Coupe d'Europe, donc c'est une étape supplémentaire. Là, c'est ma deuxième saison en top 14, donc c'est pareil, c'est cette évolution. Les désignations de la Coupe d'Europe vont arriver, donc j'ose espérer. C'est la Fédé qui propose? Alors, il y a le PCR. Le PCR, eux, ils ont des sélectionneurs. Donc, eux, c'est ceux qui s'occupent des Coupes d'Europe. Absolument. Et ils ont des sélectionneurs. Ou à l'intérieur des sélectionneurs, il y a Mathieu Rénal et Romain Poit, qui sont nos deux managers. Et comme toutes les autres fédérations ont des sélectionneurs aussi qui sont à l'EPCR. Et partant de là, après, ils isolent des arbitres qui voient à fort potentiel. Collégialement, donc c'est pas la France qui décide d'envoyer tel ou tel arbitre, c'est collégialement l'Europe qui dit ces arbitres irlandais, ces arbitres anglais, ces arbitres français, ces arbitres de gallois, des choses comme ça, on décide de les mettre sur ces matchs. Est-ce que vous avez des liens justement avec les arbitres étrangers, comme je sais que aux abords du Six Nations ou justement de la Champions Cup, il y a des arbitres étrangers qui viennent arbitrer sur le sol français? Est-ce que vous, du coup, à ce moment-là, il y a des réunions qui sont faites pour un peu homogénéiser? On a tendance à dire il y a un arbitrage du Sud, un arbitrage du Nord. Ça se passe, ça t'a fait sourire? Non, à World Rugby, ils ont des réunions avant ils ont des camps avant les Six Nations, avant les tournées, avant les Coupes du Monde, avant ces choses-là. Nous, on a des réunions qui sont plutôt en visio,
avec les arbitres de top 14. Et ensuite, avant les périodes de Coupe d'Europe, on a un briefing avec tous les arbitres qui vont arbitrer la Coupe d'Europe, les arbitres assistants, même les numéros 4 et les arbitres vidéo, et le patron de l'EPCR qui fait cette réunion-là. Et donc, on a tous le même degré d'information, niveau d'information. Et après chaque journée, on a un débriefing avec les points clés à retenir de la journée. Très bien. Non, mais pour le coup, c'est très intéressant et ces échanges-là que vous avez tout au long de la saison entre vous, j'imagine que même avant la saison, il doit y avoir des gros points aussi sur les nouveautés parce que le rugby, c'est un sport où les règles changent beaucoup. Il y a beaucoup de mises à jour très régulièrement des règles. Je pense évidemment au carton orange qui a été introduit en top 14 cette année. Donc, on est un peu le pays le moins bête du monde parce qu'on est les seuls à se dire. C'est un peu entre le rouge et le jaune. Qu'est-ce qu'on peut bien donner? World Rugby, rouge 20 minutes. Super. Et nous, on a mis orange en top 14 et Pro D2, si je dis pas de bêtises. Pro D2 aussi, ok. Je vois très bien. Peut-être un peu moins bête au niveau de. Voilà, pour faire comprendre à peu près le concept. Pour que les gens. Nous, il nous faut des couleurs en France. Non, mais en fait, c'est juste. Tu laisses les daltoniens sur la touche, c'est le seul truc que je te dis. Ouais, mais c'est quand même bien plus simple. C'est quand même bien plus simple. Il y a aussi la aide d'honneur qui a été mise en. Oui, ça, c'est vrai. La aide d'honneur. Je n'ai pas compris pourquoi ça fait autant parler, mais votre avis. Alors, aide d'honneur, j'explique. Avant le début du match, il y a un mini cérémonial qui dure, sincèrement, en fonction de la vitesse de l'arbitre, 10 secondes ou 8 secondes. Il y a les deux équipes qui se mettent face à face, une petite aide d'honneur, l'arrivée de l'arbitre et de ses assistants. Mais je crois que c'est surtout le central en fait qui est célébré. Non, mais bref, c'est plus symbolique. Oui, c'est ça. Il y a une aide d'honneur, ça dure 10 secondes. Après, il y a le début du match pour remettre un petit peu quand même le côté. On associe le rugby, le sport qui respecte les arbitres. Moi, je suis plutôt bien placé avec Twitch et Twitter et compagnie pour me rendre compte que après chaque match, tout le monde a son avis apparemment et que oui, mais lui, il a une belle sœur qui vit à Clermont, donc pourquoi est-ce qu'il arbitre là? Fatigant. Et ouais, non, je pense que c'est des initiatives que je trouve pas idiotes. C'est symbolique, c'est pas idiot, mais les protagonistes, j'ai l'impression que vous n'étiez pas plus chaud que ça. En tout cas, le chef des arbitres n'était pas. On va dire qu'on n'était pas très à l'aise avec cette manière de procéder. Encore une fois, l'initiative et l'idée de base est excellente. Elle n'est pas à remettre en question. Par contre, le format nous mettait, à notre sens, un peu trop en avant. On aime bien la discrétion. Donc c'était une manière de nous mettre en avant. On aurait peut-être préféré faire différemment, effectivement. Mais je trouve qu'on ne met pas. L'être humain, on met pas Monsieur Bru en avant. On met le maillot, en fait, j'ai l'impression, en avant plus que la personne. Et moi, du coup, ça me dérange moins quand je le réfléchis comme ça. Mais après, j'entends, vous êtes les mieux placés. C'est complètement entendable et Pierre en a répondu. C'est juste que nous, on a été surpris parce qu'on n'a pas eu de communication là-dessus. Et on l'a appris avec nos dirigeants au dernier moment. Mais encore une fois, comme le dit Pierre, ça part pas d'une mauvaise intention, loin de là, et on l'a pas accueilli comme une mauvaise intention, vraiment loin de tout ça. C'est juste que, comme vous le disiez en préambule, avant de commencer, c'est que on est de plus en plus exposé, de plus en plus médiatisé. Étant donné qu'on est sonorisé, les gens ont de plus en plus les yeux et l'œil sur l'arbitre, sur des décisions importantes qu'on peut prendre. Donc on estime qu'on est assez au centre des débats par moment. Et quand on nous voit peu ou pas, ça nous arrange. Ça nous irait aussi. Ça nous va bien. Je comprends. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. C'était vraiment très intéressant de discuter avec vous, d'avoir vos ressentis. Kevin aussi, avec ce qui s'est passé ce week-end, c'était vraiment chouette d'avoir aussi ton retour. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous entendre sur les terrains et de vous entendre aussi sur Twitch ici. C'était vraiment très chouette. Donc, merci à vous d'être venus. Merci à vous. Merci beaucoup. On le rappelle, Pierre Bru et Kevin Bralet qui sont tous les deux arbitres de top 14 et qui nous faisaient le plaisir d'être avec nous pour ces trophées de l'arbitrage par La Poste, et donc de pouvoir échanger avec eux sur ce que c'est qu'être arbitre de haut niveau. C'est vrai que tu as senti que j'aurais pu rester des heures. En fait, c'est juste que j'ai eu un message, il faudrait qu'on récupère Kevin dans 3 minutes. Ah ouais. Là, quand tu m'as dit, oui, la aide d'honneur, oui, on en est où Tu vois, j'ai pas senti ce... Tiens, j'ai pas senti que ça avait pris autant de temps, mais oui, non, mais il y a pas de souci. Mais non, mais et pour le coup, non, mais en vrai, on avait en fait petites cartouches. Je sais, mais on a le temps file, le temps passe. Mais c'est vrai qu'on a des petites cartouches sur Kevin Bralet qui aime bien mettre des petits cartons jaunes. Mais bon. C'est-à-dire qu'on avait ses stats, on voulait lui montrer, mais sur ses 18 derniers matchs, et à chaque fois minimum un carton. Mais oui, c'est vrai qu'on aurait pu poser la question, mais quoi qu'il, c'était en tout cas, merci beaucoup à eux d'être venus, d'être venus justement faire de la pédagogie avec nous. C'était vraiment très chouette.
Et on a passé un très bon moment sur ces trophées de l'arbitrage. Ça s'est pas mal enchaîné. On a eu beaucoup d'invités qui sont venus nous voir, avec qui on a discuté. Et c'était vraiment chouette, c'était bien. Mais en vrai, c'était bien de mettre en avant cette cérémonie qui existe donc depuis 3 ans et qui était un petit peu en catimini. On entendait un petit peu, mais tu vois, on entendait initiative de l'arbitrage. Là, au moins, franchement, moi, je suis trop content d'avoir fait le live, mon Rive. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu, c'était super. Ça permet de savoir ce qu'il y a derrière Initiative, qu'est-ce qu'il y a concrètement, et de rappeler qu'il y a c'est l'opération Tous Arbitres, où on peut s'inscrire en fonction donc des sports que vous aimez, que vous pratiquez peut-être, football, handball, basket et rugby. Vous tapez Tous Arbitres et je pense que vous pouvez trouver un moyen d'avoir une formation. Exactement, de vous intéresser à l'arbitrage, de comprendre ce que c'est, d'en parler autour de vous aussi. C'était le but de ce live, de mettre en avant cette initiative qui était à l'impulsion de la Poste, on le rappelle, ici au musée de la Poste à Paris. Et donc c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus et d'avoir regardé ce live. Merci beaucoup Aymeric de m'avoir accompagné, d'avoir été mon assesseur d'une certaine manière. Merci Rivenzo. Je sais pas si assesseur c'est le bon terme. Non, pour dire ça. j'étais ton Denis Grenouillet, j'étais le qui était dans son petit cachet. Qui me donnait les bonnes infos, la marche à suivre finalement. Oh, finalement, voilà. Et après, c'est toi qui a quand même le sifflet, c'est toi qui donne le rythme du jeu, effectivement. En vrai, on aurait aimé que ça dure longtemps, mais vous savez, voilà, la cérémonie est déjà finie. On peut mettre, regardez, là c'est fini la cérémonie. Ah ouais, c'est terminé. Il remballe en fait. C'est rideau là. La caméra est-elle branchée? La caméra a été. Tu peux mettre la caméra. Il n'y a plus personne. Ils sont en train de ranger. Bah ouais, voilà, ils prennent des photos. C'est la fin, c'est la fin, évidemment. Bien sûr. Mais on s'est régalé. L'idée, c'était de mettre en avant les arbitres professionnels, évidemment, mais amateurs aussi, avec, comme on l'a montré, différentes initiatives qui ont été faites dans les clubs, comme l'a dit Poney, dans tous ces sports collectifs. On espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à la Poste pour leur confiance, pour décider de diffuser cette émission. Donc merci beaucoup à eux. Ils nous ont laissé beaucoup de marge de manœuvre. Merci beaucoup. Franchement, c'était un vrai plaisir. Ouais, c'était trop bien. Merci les copains du chat. Merci beaucoup les copains du chat. Merci beaucoup aussi à Consulting pour la prod, évidemment qu'on embrasse. Merci à Jean, ils ont permis de faire ce live. Et puis on vous fait des gros bisous. Nous on se retrouve en live, si je ne dis pas de bêtises, demain matin. Je pense qu'on fait un petit live normalement demain matin. C'était pas forcément prévu. Peut-être même en rentrant, on fera peut-être un petit live en nocturne. Qui donne là. Peut-être un petit live en nocturne juste après. Genre là, c'est possible. Je suis un coquin, je suis très coquin. Est-ce que tu peux préciser Peut-être sur Collège Football, j'ai peut-être envie de jeter des ballons. Il m'a dit après. J'ai peut-être envie de jeter des ballons. J'ai peut-être envie de jeter des ballons là. Non, et vous me manquez, je stream pas assez, c'est pour ça les gens du chat. En tout cas, merci à vous. Bravo à la Poste pour cette initiative, pour ce partenariat qui dure depuis 18 ans entre les arbitres et la Poste. On vous fait des gros bisous dans le chat et on se retrouve très bientôt en live. Ciao tout le monde. Ciao.